derrière, on n'a pas forcément, en tout cas, l'engagement qui avait été pris, et on arrive sur des situations comme celle-ci où on ferme des sites et on met des salariés, sur le carreau. Mélanie Serre, la solution prônée par le programme de LFI sur des cas concrets comme celui-là, ce serait quoi ? Déjà, rappeler qu'au niveau local, c'est le site de Chalut avec 70 personnes, 70 salariés, 70 familles dont les vies vont être brisées potentiellement avec ce PSE. Nous prônons depuis fort longtemps la relocalisation des axes stratégiques et notamment industriels. Cet emblème qui est le grand pour notre territoire est essentiel, et je voudrais rappeler le travail parlementaire de Damien Maudet, premier député de la première circonscription, qui dès 2024 avait réuni autour de la table les partenaires et les entreprises Legrand, Isidis et Valeo, et le travail parlementaire où les voix des citoyens, des syndicats, des travailleuses et des travailleuses, Damien Maudet les porte à l'Assemblée jusqu'à ce projet de nationalisation d'ArcelorMittal qui est récemment passé. Il s'agit bien sûr de pas nationaliser ArcelorMittal, mais pour nous, la France Insoumise, il est essentiel que l'industrie soit relocalisée dans notre pays, parce qu'il s'agit de vie, il s'agit de famille et il s'agit de savoir-faire. Soisig Villarbou, sur cette question économique, il faut taper fort pour obliger les emplois à se maintenir, d'après vous ? Alors je retiens d'abord que sur Arcelor, nous sommes d'accord, et à l'Assemblée, l'ensemble des partis de gauche a réussi à se mettre d'accord sur un vote. Donc c'est bien qu'une union est possible sur les points essentiels, et sur ces points-là qui sont des marqueurs de gauche, nous sommes d'accord. Donc il faut vraiment qu'on arrive à construire sur ce qui nous lie plutôt que sur ce qui nous différencie. Voilà. Et ce qui nous lie, on le voit bien ici, c'est effectivement, quand il s'agit de politique d'emploi, effectivement, c'est pour être là contre ce grand patronat, effectivement, il y a des outils fiscaux, il y a cette politique de relocalisation, mais je pense que l'outil fiscal notamment, et la renégociation des aides que l'on accorde aux entreprises, parce que dans ce pays, on accorde des centaines de milliards d'aides aux entreprises, sans aucune contrepartie sérieuse, et l'argent, il est là, et il faut qu'on travaille clairement sur ces axes-là. Et Emmanuel Tronche, sur cette question-là, les solutions du PCF, quelles sont-elles ? Écoutez, nous, on a pris rendez-vous hier avec les secrétaires de syndicats, et donc ce qu'ils nous ont dit, c'est très clair. Interdiction des licenciements boursiers, on parle de Legrand, 1 milliard de dividendes l'année dernière. Et ils vont nous expliquer qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'argent pour payer des salariés qui produisent les richesses. Ensuite, deuxièmement, je parlais du rapport sénatorial de Fabien Gay. Effectivement, je suis content qu'on se rejoigne autour d'un rapport communiste. Et vous parliez d'ArcelorMittal, pareil, c'est l'heure de notre niche. Et donc, effectivement, c'est réorienter ces aides-là. Et la troisième des choses, c'est pour ça, moi, que je demande à ce qu'on parle de fonds. C'est un plan d'investissement de 500 milliards sur 5 ans, sachant que, Soisig, tu parlais à l'instant de ces milliards d'aides, c'est 211 milliards d'euros par an qu'on verse aux entreprises sans contrepartie. Donc 500 milliards sur 5 ans pour venir effectivement faire un plan industriel, parce qu'il s'agit de la souveraineté de la France qui est en jeu. Il s'agit de l'emploi, de la souveraineté de la France, et ça, on ne peut pas laisser ça partir à l'autre bout de l'Europe, à l'autre bout du monde. C'est des vies qui sont en jeu, et en tout cas, nous les communistes, nous sommes depuis plus de 2 ans aujourd'hui à la sortie des usines, tous les mois, pour discuter avec les salariés, et non pas pour leur jeter à la figure des mesures, mais nous sommes là pour les écouter, et effectivement prendre en compte ce qu'ils ont à nous dire, et c'est comme ça que nous bâtirons notre programme sur l'ensemble des sujets qui seront de la présidentielle. Soisig Villarbus, si vous aviez un message à adresser à tous ces candidats nombreux et potentiels qui se lancent dans la course à l'Élysée, à gauche particulièrement, qu'est-ce que vous leur diriez ? Il faut essayer d'être raisonnable, à la fois raisonnable et utopiste, parce que nous sommes là devant un enjeu majeur. Soit nous laissons l'extrême droite enfoncer le pays dans la haine, soit nous portons, un vrai projet d'émancipation écologiste, mais pour ça, il faut y réfléchir ensemble et être sûr de gagner. Donc vraiment, cette volonté d'union, il faut qu'on y réfléchisse ensemble. Mélanie Serre, vous leur dites, ralliez-vous à nous, nous avons le meilleur candidat, à tous ceux qui sont ici sur le plateau ? À cette heure, à moins d'1 an de la présidentielle, je vous entends parler construction de projet, construction de programme. Au sein de la France Insoumise, nous avons un programme, l'Avenir en commun, qui a su mobiliser des centaines de milliers de personnes. Je voudrais rappeler les chiffres. 2022, nous étions si proches du second tour, et malheureusement, les candidatures à gauche étaient trop nombreuses. L'idée, c'est de gagner. Je le rappelle, le péril de l'extrême droite est très
très présent. Elle frappe à notre porte et j'aimerais que les forces de gauche puissent entendre cet appel du peuple, cet appel d'union populaire, l'union populaire et l'alliance populaire que nous souhaitons sociale et écologique. D'un mot très court, Géraldine Baruch, Lysandre Merlier, votre réponse à cet appel? Pour vous, c'est non, LFI? C'est certainement pas tout à fait la même vision que nous avons du coup de la société. Et nous appelons... Alors, nous aussi, il y a toutes les formations politiques ont travaillé, ont des idées, ont des programmes. L'idée, justement, c'est de réunir tout ça et de faire de la matière pour proposer aux Françaises et aux Français des solutions concrètes pour 2027 et montrer qu'on est capable, en effet, je suis d'accord, qu'on est capable de se réunir. On a des valeurs communes extrêmement importantes. Mais pas avec LFI, donc. Sur lesquelles on peut capitaliser. Et c'est vrai que je pense qu'on défend peut-être pas tout à fait la même idée, en tout cas, de faire société ensemble. Lysandre Merlier, pour vous, c'est non? Moi, j'ai pas envie de laisser le choix aux électeurs entre, d'un côté, un Jean-Luc Mélenchon qui a eu des propos inadmissibles sur la police, sur l'antisémitisme, qui a fait des blagues avec des patronymes juifs, et d'un autre côté, le candidat de Guillaume Guérin, David Lisnard, qui se met en scène en train de brûler le code du travail, qui propose de renier la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà, c'est pas possible. Donc notre enjeu et notre responsabilité, elle est là, c'est de proposer une candidature de gauche capable de rassembler largement et de proposer une alternative à ces deux impasses. Emmanuel Tronche, d'un mot? Écoutez, je note qu'il n'y aura pas de candidat unique de la gauche à l'élection présidentielle. On le voit aujourd'hui et on ne va pas se le mentir. Nous sommes pragmatiques aujourd'hui. Et donc, effectivement, nous le disons. Est-ce que ce n'est pas la machine à perdre, du coup? Bien sûr, mais vous savez, vous parlez à un convaincu. La section PCF de Limoges a distribué 10 000 tracts avant le premier tour pour appeler à l'unité de la gauche lors des municipales. Maintenant, je dis une chose. Nous faisons ce constat-là. Il n'y aura pas de programme de rupture si nous ne présentons pas, et donc nous voulons réunir les Français autour de notre projet. La retraite à 60 ans avec 37,5 annuités, le SMIC à 2 000 € brut, et beaucoup de mesures, on parlait de celle de Legrand, et évidemment la planification écologique et tout ce qui va avec. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les 5 d'y avoir participé. Elle est désormais en replay sur notre plateforme France.tv. Tout de suite, vous retrouvez Francis Letellier à Paris, qui reçoit aujourd'hui Prisca Thévenot, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, et Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Puis vous retrouverez Corentin Fouchard pour votre édition ici 12-13 en Limousin. La semaine prochaine, on recevra les représentants d'autres composants de l'échiquier politique. D'ici là, passez une excellente fin de week-end. Bonjour à tous, bienvenue dans cet antépénultième numéro de Dimanche en politique, saison 2025-2026. Notre invité aujourd'hui est le député socialiste de Charente-Maritime, Fabrice Barusso. Bonjour. Bonjour. Nous allons dans cette émission revenir sur le bilan du PS en Poitou-Charentes à l'issue des dernières élections municipales, mais nous allons surtout nous poser cette question à 1 an de la présidentielle. Où en sont les socialistes entre multiplication des candidatures, positionnement vis-à-vis de LFI et recherche d'idées nouvelles? Nous tenterons de savoir si le PS peut encore jouer un rôle principal dans la campagne de la présidentielle, campagne qui, chacun l'aura observé, a déjà commencé. Mais avant de développer ce sommaire, je profite de la présence d'un député socialiste sur le plateau pour évoquer l'exclusion du PS par les instances fédérales de l'ancien député maire de Poitiers, Alain Claes, qui a aussi été le trésorier du parti, une exclusion principalement due à un défaut de loyauté lors des dernières municipales et qui concrétise les fractures entre socialistes de la Vienne et ceux de la section locale de Poitiers. Votre regard sur cette décision? On a toujours eu ce genre de travers par le passé, parce que les choses sont souvent mal préparées. On savait que la situation dans la Vienne, sur Poitiers, était compliquée depuis les dernières élections. Il aurait certainement fallu anticiper les prochaines, ce qu'on n'a pas su faire. Et voilà, ça aboutit à
à des divisions pour ces dernières municipales qui ont abouti voilà, à une défaite. C'est dommageable et plutôt que d'exclure, moi j'aimerais voilà, qu'on essaie de recoller les morceaux ici et ailleurs quand c'est possible. On a besoin d'une gauche unie pour les prochaines échéances et la division n'est jamais facteur de réussite pour la gauche. Mais justement, est-ce que c'est pas révélateur d'un problème de positionnement politique des socialistes aujourd'hui entre le macronisme, la gauche radicale on sent bien qu'il y a des tiraillements, que c'est compliqué. Alors, depuis l'élection d'Emmanuel Macron et l'éclatement de notre parti, très clairement, c'est évident que c'est compliqué de reconstruire et qu'on n'est pas encore, si je puis dire, guéri de l'après-Macron, parce qu'on peut parler maintenant, je crois, d'après-Macron, et qu'on est en pleine reconstruction au Parti socialiste. Olivier Faure a fait ce travail ingrat de reconstruction. On arrive certainement à la fin d'un cycle avec Olivier Faure, et il va falloir passer une autre étape, s'identifier clairement à gauche par rapport à nos camarades, par rapport au centre, On va en parler de la stratégie. et retrouver une vraie identité, évidemment. Alors, comme promis, on commence avec le bilan électoral des socialistes à l'issue des dernières municipales. Alors, en Charente-Maritime, d'abord, 49 sièges municipaux, soit près de 8% des sièges à pourvoir. Pour les socialistes, est-ce qu'on peut résumer finalement l'implantation du PS dans ce département par cette donnée ? Je crois qu'on a réussi à renforcer certaines places et de manière remarquable. Je prendrai juste le score de ma suppléante à Saint-Jean-d'Angély, Françoise Ménard, élue au premier tour avec un score inespéré. Et Puis, puis, vous faire plaisir, puisque vous avez vécu toute votre jeunesse à Saint-Jean-d'Angély. complètement. Je suis un Angérien et fier de l'être et fier évidemment du travail que Françoise a pu faire à Saint-Jean-d'Angély. Il y a 3 villes, pardon de vous interrompre, de plus de 3000 habitants dans votre département qui sont restés socialistes. Saint-Jean-d'Angély, donc avec Françoise Ménard, Tonnet-Charente avec Éric Ottia et Montendre avec Patrick Giraudot. Est-ce que c'est satisfaisant ? Alors, je rectifie, Tonnet-Charente, c'est Rémi Justinien Pardon, oui, qui a pris la suite de... excusez-moi. mais c'est pas grave. Bon, ça certifie le travail des socialistes sur ces 3 villes, évidemment, que lorsqu'on est présent, lorsqu'on est actif, lorsqu'on a un projet pour une ville, eh ben, les électeurs nous font à nouveau confiance. On a parfois du mal à franchir le cap supérieur, je prendrai Saintes, pour ce qui me concerne, où là, on a eu du mal à reconquérir une ville qui a été longtemps acquise à la gauche, et là où la gauche a été longtemps divisée aussi, et où on a du mal à reconstruire quelque chose, un vrai projet politique. Donc voilà, si on peut résumer en Charente-Maritime, on a réussi à conforter nos places, et puis il reste ce travail de reconstruction à faire aussi dans les villes de Charente-Maritime. Parce qu'on pourrait imaginer que sur des élections comme ça, intermédiaires, quand on est dans l'opposition, on gagne des villes. Oui, mais on est dans une situation où beaucoup de maires, même de villes moyennes, se définissent quelque part apolitiques. On a beaucoup de centristes qui remportent des villes en ce moment, des sièges. Et souvent, les centristes, on sait bien où ils sont plutôt à droite qu'à gauche. Donc voilà, il faudra tomber le masque, si je puis dire. Et les masques sont en train de tomber avec certains centristes. On pourrait parler d'Édouard Philippe et d'Horizon, qui se situent quand même plutôt bien à droite. Et que voilà, que quand les positions seront peut-être plus clairement définies, les électeurs pourront choisir de manière plus objective. Au final, est-ce que la victoire d'Emmanuel Grégoire à Paris, ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt d'un PS en souffrance électorale ? Complètement. Il ne faut pas se satisfaire de la victoire d'Emmanuel Grégoire. C'est évidemment souvent les grandes villes qui ont masqué la faiblesse du PS qu'on peut constater sur l'ensemble du territoire français. Or, les grandes agglomérations, c'est vrai que dans les zones les plus rurales, la gauche, le PS en particulier, est en perte de vitesse. Voilà, ça fait partie évidemment des enjeux, et particulièrement sur ma circonscription, où il va falloir reconquérir l'électorat de gauche qu'on a laissé partir. Emmanuel Grégoire, vous allez le recevoir parce qu'il a été Saint-Onger, il a vécu à Jonzac, à Saint-Fort-sur-Gironde. Complètement, Emmanuel Grégoire On va envoyer un carton d'invitation pour était Charente-Maritime. J'espère pouvoir aller le voir dans sa nouvelle mairie et puis peut-être l'accueillir à nouveau en Charente-Maritime pour qu'il revienne respirer l'air iodé qui manque un peu à Paris, évidemment. Alors, l'alliance tacite des socialistes avec le gouvernement Lecornu, permettant à ce dernier de ne pas chuter, a-t-elle été rédhibitoire lors de ces élections ? Je ne crois pas, bien au contraire. Je crois qu'on a montré, et le PS a montré cela lors des dernières discussions budgétaires, qu'on était l'acteur central pour
poser le débat pour construire des compromis qui seront, je crois, à l'avenir inévitables. Le temps où les majorités imposantes liées à un président faisaient que le débat dans l'Assemblée était plus possible ou n'avait plus d'intérêt, on a retrouvé de l'intérêt au débat. On a retrouvé un Premier ministre à l'écoute, Sébastien Lecornu, et qui a tenu compte de nos propositions et qui les a transformées, en particulier dans le PLFSS. Donc voilà, on a réussi. Sauf que quand on vote le budget du gouvernement, on n'est plus dans l'opposition. On n'a pas voté le budget du gouvernement, on s'est abstenu sur le PLFSS et on n'a pas voté le PLF. Faire adopter finalement. Mais on n'a pas censuré le gouvernement parce qu'on a eu un sentiment d'écoute de la part du Premier ministre. Ce budget ne nous convenait pas, mais l'instabilité politique non plus ne nous convenait pas. On avait besoin, et c'était une demande. Plutôt la stabilité que la cohérence, à choisir. Alors, on a été complètement cohérent lorsqu'on a discuté avec le gouvernement et lorsqu'on s'est battu pour nos propositions. On était en cohérence. Mais il faut accepter parfois dans la situation politique où on est, c'est là où il faut qu'on avance tous ensemble, que on ne peut pas tout tirer de positif et il faut accepter parfois les compromis et de laisser passer un texte qui soit moins pire que prévu. Alors les débats, il y en aura beaucoup dans votre sein au PS. Le premier secrétaire du PS souhaite qu'une première primaire ouverte aux adhérents du PS et de Place Publique ainsi qu'aux sympathisants sociodémocrates permette de désigner un candidat qui ensuite participerait à la primaire de la gauche. Pas très simple quand même. Non, pas très simple, trop compliqué. Là, je ne suis pas du tout en accord avec Olivier Faure sur ce point. Il faut se rappeler la dernière fois où une primaire a été positive pour le PS avec l'élection de François Hollande, on s'y était pris 2 ans à l'avance. Et ce n'est pas en 6 mois, en 2 mois ou en 3 mois. Il y avait eu un alignement de planète aussi quand même pour lui. Complètement. Alors pour François Hollande, oui, mais la primaire globalement s'était construite en 2 ans. Donc là, il est trop tard pour construire une primaire sérieuse. Il faut offrir un choix cohérent. Il ne faut pas monter une usine à gaz dans laquelle personne ne va rien comprendre. Il faut qu'on décide vite. Et je crois qu'il faut laisser la parole aux militants socialistes très, très vite. Parce que là, la parole, pour le moment, elle est surtout aux personnalités politiques socialistes ou proches du PS qui se sont soit déclarées candidates à la présidentielle, soit prêtes à y aller. Olivier Faure, Raphaël Glucksmann, Karim Ouamran, Bernard Cazeneuve, François Hollande et peut-être même Ségolène Royal avec son nouveau mouvement baptisé l'Ordre Juste, sans compter sur les autres candidats de gauche non LFI comme Marine Tondelier, Delphine Batho, François Ruffin, Clémentine Autain et j'en oublie sûrement. C'est inquiétant ou c'est intéressant ? Vous en avez oublié, je crois. Oh oui, j'en ai oublié pas. On n'a pas de place, on n'a pas assez de place sur les écrans. Alors, c'est inquiétant pour moi, parce que la présidentielle, c'est tout de même quelque chose de sérieux. Ça vient vite. Ouais. Se déclarer candidat quelque part pour faire le 20h et pour avoir la matinale à France Inter, c'est pas très sérieux. C'est pas à la hauteur de l'enjeu, je crois. Voilà, donc soyons sérieux. Définissons en interne les règles du jeu avant d'avoir profusion de candidats et désignons en interne le candidat du Parti socialiste. C'est pas déjà trop tard ? Je crois pas, non. On voit que les élections présidentielles précédentes, à chaque fois, alors on est toujours pressé de désigner un candidat, mais qu'à la fin, on le voit, tout se cristallise à la fin de l'année qui précède. Et avant, très souvent, les positionnements sont très fluctuants. Mais il faut arrêter de surenchérir et cette provision de candidats là, qui ne fait pas, en effet, pour l'opinion publique, très sérieuse. Donc soyons sérieux, définissons en interne un candidat. Soyons, alors, on est presque trop démocratique, trop participatif au PS. On aime la démocratie. Un peu comme les écologistes, finalement. Oui, et contrairement à d'autres, où les candidats sont désignés par acclamation, quelque part, nous, on a des procédures, il faut les respecter, il faut aller au bout, mais il faut quand même aller vite, il faut qu'avant l'été, cette histoire soit réglée. Alors, sur les candidats, je vous propose de voir ensemble le dernier d'entre eux, en tout cas déclaré. Il s'agit du maire de Saint-Ouen, Karim Ouamran. On en reparle juste après ce reportage. Moi, Karim Ouamran, je suis candidat pour les prochaines élections présidentielles. Ce quinquagénaire entame son 2e mandat municipal. Après avoir été très en vue au moment des Jeux Olympiques, sa commune abrite le village des athlètes. L'élu a été brièvement pressenti pour être Premier ministre aux dernières législatives. Au sein de son parti, le socialiste est sur une ligne libérale, en conflit ouvert avec la France insoumise. Son opposante locale déplore sa candidature. Karim Ouamran considère Saint-Ouen uniquement comme un marchepied.
Il y a 1 mois et demi, Karim Bouhamrane a tenté de ravir la présidence de l'intercommunalité à son rival, le maire insoumis de Saint-Denis, Bali Bagayoko. Sans succès. Cette candidature à la présidentielle n'a fait réagir aucun des responsables du Parti socialiste contactés aujourd'hui. Ces cadres n'ont pas souhaité la commenter. À voir si l'élu aura plus de chance dans sa course à la présidence de la République avec son micro-parti, La France humaine et forte. Voilà, retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Fabrice Barusso. Où en sont les socialistes à 1 an de la présidentielle? Est-ce que ce n'est pas un camouflet pour les instances du PS de voir qu'un candidat comme Karim Bouhamrane se présente sans parler de primaire du tout, alors que moi j'y vais? C'est un problème pour moi. Le coup de menton, c'est pas votre truc. Je suis attaché aux règles, au respect des camarades. Et là, voilà, on part seul. Et je crois qu'on aura besoin de toutes les forces, de tout le monde, et que chacun s'éparpille dans son coin pour jouer sa carte personnelle. Voilà, c'est pas très sérieux. C'est ce que je disais précédemment. La présidentielle, c'est quelque chose de sérieux qu'on doit aborder avec sérieux, justement, et avec l'ensemble de ses camarades. Là, tous les candidats dont vous avez parlé, et Karim en fait partie, font partie du Parti socialiste. C'est à l'intérieur du Parti socialiste qu'on doit avoir les débats, pour l'instant, et pas sur la place publique. Là, c'est une faiblesse du PS, pour le coup, de voir des candidats partir de son propre parti. Complètement, c'est une faiblesse. Moi, je condamne toutes les initiatives personnelles. Voilà, le collectif, c'est l'essentiel. On ne gagnera pas la présidentielle, et en particulier au Parti socialiste, en jouant nos cartes individuelles. Sur le fond, dire que le RN et LFI, c'est pareil, comme le fait Karim Bouhamrane, est-ce que c'est une bonne stratégie quand on se dit de gauche? Non, c'est une erreur dramatique. Je ne mettrai jamais sur le même plan LFI et le Rassemblement national. LFI, pour moi, sont des adversaires à gauche, puisqu'on n'a pas tout à fait la même stratégie. On partage un certain nombre d'idées. Le RN, voilà, c'est le parti que je vais combattre. Ce sont des ennemis politiques, le RN. Voilà, on connaît l'histoire du Rassemblement national, même s'il cherche depuis quelques années à se racheter, à se refaire une image, mais on ne peut absolument pas mettre sur le même plan le RN et la France insoumise. Je les côtoie toutes les semaines à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Un mot sur Mathieu Pigas, alias le Bolloré de gauche, qui pourrait lui aussi se présenter à la présidentielle. L'homme d'affaires rêve d'une destinée politique. Il multiplie les rendez-vous avec les responsables socialistes, communistes, écologistes, et sans dire de mal de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il pourrait être le trait d'union à gauche? Je ne pense pas qu'il pourrait être le trait d'union. Je crois que à droite comme à gauche, le monde des affaires et le monde politique doivent retrouver une certaine frontière. On le condamne à droite. On ne peut pas l'accepter sans rien dire à gauche. Donc il faut être cohérent dans tout ce qu'on affirme, et que ces hommes d'affaires sont respectables. Ils font carrière dans un certain domaine, et que si on veut faire de la politique, à mon sens, on doit laisser de côté les affaires très clairement. Donc, je ne l'ai pas entendu dire qu'il arrêtait sa carrière professionnelle pour se consacrer à la politique, mais pour moi, les deux sont loin d'être compatibles. La présidentielle, c'est, on le sait, la rencontre d'un homme avec le peuple, mais c'est aussi un choix politique. Mais aujourd'hui, le Parti socialiste semble être à court d'idées. En tout cas, j'ai eu beau chercher, il n'y a pas de programme pour le moment chez vous pour la présidentielle. Alors, vous n'avez pas bien cherché. J'ai hésité à l'amener. Ah bah c'est dommage, parce que vraiment, en cherchant, je n'ai pas trouvé, en tout cas, programme présidentiel 2027. Non. Vous avez raison, le programme présidentiel n'existe pas, puisqu'en ce moment, il est soumis aux militants. Aux contributions. Et donc, en ce moment, il y a les contributions. Évidemment qu'on ne peut pas le mettre sur la place publique, parce que ça voudrait dire qu'on ne tient pas compte des contributions. Mais je peux vous dire que les propositions qui sont soumises aux militants sont là, sont denses. On ne peut pas préjuger de ce qui va en ressortir, mais d'ici la fin du mois, vous aurez un programme présidentiel. Là, à la fin du mois de juin? Oui, complètement. Les militants doivent... Alors, le temps qu'on synthétise tout ça, ça va peut-être être courant juillet, que ça va être sorti de manière complètement synthétisée. Mais les militants travaillent, les contributions sont faites, et le programme arrivera. On y travaille vraiment ardemment. On n'est pas obligé de tout étaler sur la place publique en amont. Voilà, faut respecter les militants, respecter le travail qui se fait dans chaque section. Alors je vous dis ça parce que j'ai aussi regardé par exemple du côté du RN non plus, il n'y a rien sur le programme présidentiel 2027. En revanche, les Insoumis, eux, le programme il est très détaillé
avec encore des propositions par les militants possibles, mais ils proposent un programme et une vision avec leur concept de Nouvelle France. Vous, PS, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous allez proposer aux Français comme vision de la France, comme avenir? Alors, je vais paraphraser un peu Boris Vallaud sur la démarchandisation et en particulier de tous nos services publics. Les Français comprennent plus. J'étais encore hier soir en réunion publique sur ma circonscription où on est interpellé sans cesse sur on paye de plus en plus d'impôts, et c'est vrai. Et on voit pas où ça va. Et les services publics disparaissent ou sont de très mauvaise qualité. Donc, où vont les impôts? Et là, on constate que les services publics... C'est ce que dit un Ruffin, ça, par exemple. Complètement. Et qu'il faut absolument remettre dans la sphère publique tous nos services publics. On l'a vu, toutes les mises en concurrence qui ont été faites, que ce soit la SNCF, la Poste, etc., à chaque fois, le service s'est dégradé ou a disparu. On ne peut pas tout laisser au marché. On pourrait parler des EHPAD, de l'éducation nationale. Ça serait un pilier fondamental du programme du PS. Ça me paraît essentiel pour qu'on reparle des vrais problèmes aux Français. Est-ce que vous sentez, chez les gens que vous rencontrez, un besoin de radicalité, dans le sens d'un changement radical à la racine de la politique? Les gens ont besoin qu'on s'intéresse à leurs problèmes. Et ça a été un des problèmes. Mais ça a toujours été. Oui. Est-ce que c'est davantage... Est-ce que la solution est plus radicale? En tout cas, le souhait de solution est plus radical aujourd'hui qu'il y a 30 ans ou 20 ans. Disons qu'il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, on ne leur a pas amené de solution. Le problème, il est là. Le problème de pouvoir d'achat, il ne date pas d'aujourd'hui. Il est ancien. Et le PS en faisait partie de ceux qui n'ont pas amené les solutions à ceux qui habitent dans la ruralité, qui ont besoin tous les matins de se déplacer, qui ont besoin d'aller travailler, qui ont besoin de remplir le frigo, etc. etc. Et on a besoin de réponses. Et les gens se tournent vers ceux qui proposent parfois des réponses un peu simplistes. Évidemment, nous, il faut qu'on repropose des solutions, des vraies solutions, qui ne soient pas cogitées dans les sphères parisiennes, mais qui soient, comme le dit, désolé encore, Boris Vallaud, issues du terrain, parce que c'est les solutions issues de terrain qui parleront aux gens. Et ce sont en fait les vraies solutions qu'on doit leur amener. Ça fait 2 fois que vous parlez de Boris Vallaud, ça serait un candidat possible pour vous? C'est quelqu'un que j'aime bien. Voilà, j'apprécie son analyse, j'apprécie son attachement au territoire. Je crois que l'attachement au territoire que pourra montrer le président de la République ou les futurs responsables politiques sera fondamental. Des législatives auront lieu en toute logique l'an prochain après la présidentielle. Est-ce que vous serez candidat à votre succession? Pour les législatives, alors c'est pas encore décidé. Vous en avez envie? Ça serait logique. Ce serait pas illogique que je sois candidat. J'ai été élu la dernière fois au forceps. Oui, 63 voix d'écart. Avec 63 voix. J'ai pas l'intention de laisser cette circonscription au Rassemblement national. J'ai envie de me battre pour ceux qui y habitent, comme moi, depuis toujours, et de trouver les solutions et de les accompagner dans leur quotidien. Un mot, s'il vous plaît, pour terminer cette émission, sur votre travail de parlementaire. Je rappelle que vous êtes membre de la Commission du développement et de l'aménagement du territoire. Vous travaillez beaucoup sur les questions de pollution des sols, de ressources en eau. Le projet de loi d'urgence agricole a été voté le 2 juin dernier. Quelles en seront, selon vous, les conséquences au niveau environnemental? Une catastrophe de plus au niveau environnemental, mais pas que. Une catastrophe de plus pour les agriculteurs. On ne va rien résoudre avec cette loi d'urgence qui a été dénaturée pendant les débats parlementaires, qui risque d'être dénaturée encore au Sénat. On ne répond pas en fait au véritable enjeu de l'agriculture. C'est changer de modèle tout simplement. On voit bien, j'étais encore hier avec une trentaine d'agriculteurs. Ils n'arrivent même plus en semant leurs champs à se dire on va avoir un revenu à la fin des moissons. Il y en a même qui envisagent de ne plus ensemencer leurs champs. On doit offrir un nouveau modèle qui offre un revenu aux agriculteurs. Donc le revenu minimum agricole, par exemple? Complètement. On avait fait une proposition, un article qui n'a pas été voté, que Dominique Potier avait défendu, pour offrir un tunnel de prix, quelque part, pour simplifier, des prix planchers pour les agriculteurs. Et ça a été repoussé par le bloc central, la droite et l'extrême droite. Tant qu'on ne fixera pas des prix minimums pour que les
agriculteurs aient un minimum pour vivre, on n'y arrivera pas, je crois. Et puis la partie environnementale de ce projet, et en particulier pour la ressource en eau, est dramatique. Ouais, le texte supprime l'obligation d'organiser des réunions publiques pour les projets de stockage et autorise les préfets à maintenir une autorisation de prélèvement retoquée par la justice. Et ça, vous avez voté contre. On a voté contre. Un autre exemple assez aberrant, c'est-à-dire que tous les polluants qu'on n'a plus le droit d'utiliser dans la sphère agricole, comme l'atrazine par exemple, qui servaient à définir les captages prioritaires, et ben, comme on ne les utilise plus dans les champs, il y a un article qui nous dit que, on n'en tient plus compte de cette pollution dans les captages. C'est une vraie catastrophe pour l'eau et pour l'eau potable en particulier. Il ne faut pas oublier quand même que l'eau potable, on l'oublie trop souvent, ça paraît trop simple de tourner le robinet, mais qu'on en aura tous besoin et que peut-être il fera très chaud cet été et que l'eau potable, on l'appréciera à sa juste valeur. Au-delà de la question de l'eau, la loi s'attaque également aux règles qui encadrent les élevages intensifs, industriels. Les députés ont voté en faveur de leur agrandissement. Concrètement, le texte, vous me dites si je dis des bêtises, autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance pour créer un régime spécial d'autorisation environnementale pour ces bâtiments. Et les contraintes administratives, du coup, sont allégées lors de travaux de construction, de modernisation ou d'agrandissement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le plus grand mal, on fait tout pour encore aller vers ce modèle qui ne rend pas service aux agriculteurs, c'est-à-dire on favorise les grosses exploitations, l'agriculture industrielle, au détriment des petites exploitations, des petits élevages. On a besoin d'élevage de volailles en particulier, mais on n'a pas besoin forcément d'élevage industriel. En multipliant les petits élevages, je crois déjà qu'on arrivera à les faire mieux accepter dans nos campagnes. Parce que par exemple, on voit des poules, la France manque d'œufs, il faut faire des œufs, il faut produire des œufs. Complètement. On a besoin de reconstruire une filière d'élevage, et en particulier pour la volaille, mais pas forcément en créant d'énormes structures industrielles. On préfère, nous, avoir des structures à taille humaine, des structures familiales, plutôt qu'une agriculture industrielle. Fabrice Barusso, ça sera la dernière question de cette émission. On est en 2026, il y a une présidentielle en 2027. D'ici là, donc un an va passer. On sent qu'il va y avoir des tensions dans la société française, surtout si des deux côtés, ça sera les partis radicaux qui vont émerger. Est-ce que vous craignez un climat particulièrement compliqué pendant cette année ? Alors, on le craint tous, évidemment. On espère que tout le monde va faire preuve de responsabilité et que le débat pourra s'opérer de manière la plus sereine possible. Mais c'est vrai qu'avec ces radicalités-là que vous évoquez, le débat risque de ne pas être si apaisé que cela. Ce sera à nous, justement, d'apaiser ce débat en faisant nos propositions, en rentrant pas dans les provocations qui ne manqueront pas d'arriver, et en traçant notre chemin pour les Français, pour les problématiques des Français. Et ceux qui disent union de la gauche, union de la gauche, union de la gauche, de toute la gauche. Alors, moi, je veux bien l'union de la gauche, mais c'est plus possible. Quand sur ma circonscription, mes anciens collègues insoumis passent leur temps à me taper sur le dos, plus parfois que ceux du Rassemblement national, ça va être compliqué de faire l'union. J'ai été un des artisans de l'union de la gauche sur ma circonscription. Et il faut que lorsqu'on agglomère toutes ces forces-là, voilà, s'écouter, accepter parfois de ne pas toujours avoir raison, voilà, faire preuve d'un peu de tolérance. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les insoumis manquent parfois un peu d'écoute. C'est la fin de cette émission. Merci Fabrice Barusso d'avoir accepté notre invitation. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, rendez-vous sur notre site internet na.france3.fr. Dimanche prochain, Hélène Drouet recevra la députée écologiste des Deux-Sèvres, Delphine Batho, à l'occasion de la sortie du livre de la candidate à l'élection présidentielle. Excellente journée à toutes et à tous.
C'est un événement majeur et un rendez-vous incontournable du cyclisme professionnel. Place au Tour féminin des Pyrénées, tout de suite. Ce soir, quand les élèves du lycée maritime et aquacole de La Rochelle se lancent dans une traversée de l'Atlantique Nord à la voile, c'est une formidable aventure humaine qui les attend. C'est un bateau incroyable, vraiment beaucoup de chance d'avoir navigué sur ce bateau. C'est magnifique, quoi. Une expérience unique. On y va! Choquez la jaune! Loin des côtes, près du cœur, votre documentaire à voir ce soir à 21h10 sur Noah. 40 bandes, c'est pas si difficile! Retrouvez le cyclisme avec Total Énergie. C'est l'épilogue du Tour féminin des Pyrénées. Aujourd'hui, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct de Jurançon, la ville arrivée de cette troisième et dernière étape. Bonjour Audrey Cordon-Rago. Bonjour Freddy. Paola Blasi mène l'épreuve pour l'instant. L'Espagnole a été irrésistible hier dans le col du Tourmalet qu'elle a passé en tête avant de franchir la ligne d'arrivée 30 km plus loin du côté de Bagnères de Bigorre. Sacré numéro de Paola Blasi hier. Ouais, irrésistible, imprenable, je dirais même 2 minutes d'avance sur la ligne du côté de Bagnères de Bigorre. Je ne sais pas si elle va trouver concurrente à sa hauteur sur ce Tour des Pyrénées, mais aujourd'hui, il y a encore un gros morceau. Un gros morceau avec beaucoup d'ascensions, de grosses côtes et puis aussi des descentes difficiles. Ça promet un beau spectacle. En effet, il ne va pas falloir que grimper, il va falloir savoir descendre. À ce petit jeu-là, on a Juliette Labousse, Juliette Berthet qui descend très très bien. Est-ce qu'on va essayer de faire la différence justement collectivement du côté de la FDJ United Suez? On a hâte de voir ça. Ça va être la question de cet après-midi. Est-ce que Juliette Berthet ou d'autres vont pouvoir revenir sur Paola Blasi sur ce parcours très difficile? On va déjà en découvrir le tracé. 114 km 300 au programme de cette dernière étape entre Naï et Jurançon. Étape 100% béarnaise, entièrement dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Un parcours très vallonné, composé de 8 meilleurs grimpeurs, 1593 mètres de dénivelé positif. Vous voyez ce parcours entre Bos d'Arros, Gand et le retour vers Jurançon avec ses meilleurs grimpeurs. 8 au total, 24 points au maximum. On va suivre cette lutte pour le maillot à poids. Le retour vers Jurançon. 2 sprints intermédiaires au programme sur la ligne d'arrivée, puisque les coureuses ont franchi une première fois la ligne d'arrivée à Jurançon pour se lancer vers 2 tours, pour 2 tours du circuit final de 36 km. Étape très vallonnée, beaucoup de spectacles en perspective. Et donc la défense de ce maillot jaune de Paola Blasi en jeu, celle du maillot à poids de meilleure grimpeuse, qui est aussi pour l'instant dominée par Paola Blasi. Mais c'est sa coéquipière Dominika Wlodarczyk qui porte ce maillot. Et puis vous voyez en tête de course ce groupe avec Fariba Hashimi, notamment la coureuse afghane Awen Roberts à l'image. Léa Curigné, que vous voyez passer à l'instant. Aguamarina Espinola Salinas. Dossard 131. À ses côtés, Ola Kulenic. Et Eline Janssen, accompagnée d'Océane Mahé. Dossard 62, c'est Alice Coutinho qui ferme la marche. Nadia Cogliotto, Dossard 36 est présente également. 11 cyclistes sont passés à l'offensive dans la deuxième offensive du jour sur ce parcours très vallonné. Et vous voyez bien l'avance de ces filles sur le peloton. 2 minutes 36. Le voici,
ce peloton, mené évidemment par la formation UAE Team ADQ. En deuxième position, vous voyez le maillot à pois de Dominika Wlodarczyk. Et dans sa roue, le maillot jaune de Paola Blasi. Dans le groupe de tête, les mieux classés, Océane Mahé et Ola Kulinic. La Française est 12e à 5 minutes 13. Ola Kulinic est 13e à 5 minutes 45. Donc pour l'instant, pas de danger pour le maillot jaune de Paola Blasi. Notez, Freddy, qu'on avait la présence auparavant de la maillot vert, Venturelli, qui faisait partie de ces 11 de tête, qui est passé en tête des 2 premiers sprints de la journée pour engranger 30 points de plus au classement du maillot vert. Et ce soir, elle est officiellement, sauf si elle ne terminait pas la course, eh bien, ce sera elle qui repartira avec le maillot des points de ce CIC Tour des Pyrénées 2026. Irati Aranguren faisait aussi partie de ce groupe d'échappés. Je ne l'ai pas vu là dans les concurrentes de tête. Oui. Comme Federica Venturelli, vous avez bien fait de le signaler, Audrey, 2 cyclistes qui faisaient partie de ce groupe de 11. En tête de course, on va s'intéresser évidemment, Audrey, aux différents maillots, mais on va parler d'abord du maillot jaune de leader sur les épaules de Paola Blasi. On l'a dit, après bien cette victoire hier, elle devance sa coéquipière Dominika Wlodarczyk, 1 minute 59. Dans le même temps, on retrouve Juliette Berthet, FDJ United Suez, 3e, juste devant Clémence Latimier de Ma Petite Entreprise. Dans le même temps également, Emma Comte de l'équipe Cofidis, 5e, et Emily Dixon, 6e. Autrement dit, les filles les plus fortes de l'étape d'hier qu'on retrouve aux premières places du classement général, évidemment. Ces 5 concurrentes sont à 1 minute 59 de Paola Blasi. Alors à quel style de course doit-on s'attendre aujourd'hui, sachant qu'on a quand même 4 équipes dans ces 6 de devant, avec Paola Blasi la leader évidemment, 4 équipes qui peuvent espérer bouleverser un petit peu la course pour mettre en danger ce maillot jaune qu'on aperçoit, celui de Paola Blasi. Pour le moment, en tout cas, on assiste vraiment à une course avec un écrémage à l'arrière, avec cette échappée qui est partie assez tôt dans cette étape, qui résiste très très bien, 2,40. Ça a été, je crois, on est monté jusqu'à un peu plus de 3 minutes pour l'avance. Mais on le voit, un peloton qui roule de plus en plus vite également, qui a commencé la chasse avec cette équipe UAE ADQ aux avant-postes du peloton. Et oui, on assiste à un gros écrémage par l'arrière. Ça sépare grave de coureurs dès que l'on passe dans les différentes difficultés. À noter la météo. Aujourd'hui, Freddy, il fait très très chaud. Plus de 30 degrés et pas beaucoup de vent. Donc un air qui est quasi insupportable quand on est sur le vélo. Et ça fait beaucoup de dégâts au sein du peloton et des filles qui sont déjà bien émoussées par l'étape d'hier sur le Tourmalet. Alors si comme moi vous avez des questions à poser à Audrey Cordon-Rago, n'hésitez pas, vous flashez le QR code qui est à l'antenne, vous flashez, vous posez votre question et Audrey Cordon-Rago y répondra au cours de cette retransmission en direct sur Noah et sur France.tv. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui dans les vignes du Jurançon, puisque nous sommes à proximité de Jurançon. Et voilà ces vignes avec notamment le domaine de Souche qui s'étend sur 7 hectares entre 300 et 325 mètres d'altitude. C'est l'un des plus connus de l'appellation et un fer de lance de la culture biologique et biodynamique. Grâce à une exposition idéale tout au long de l'année, elle profite des vents d'Espagne qui font ce qu'on appelle le passerillage. C'est une technique vinicole pour enrichir le raisin en sucre par concentration. C'est le secret du Jurançon à consommer avec modération, évidemment. Et pour répondre plus précisément à ta question, Freddy, quelle course on peut attendre aujourd'hui? Eh bien, une course défensive, évidemment, de la part de la UAE ADQ qui a le maillot jaune sur les épaules avec la coureur qui semble la plus imprenable en termes de, en tout cas sportivement parlant. Hier, elle a fait la différence tout de suite. Impressionnante, oui. Alors que derrière, on était quand même 6 à rouler. Et puis, de la part de la FDJ United Suez, au contraire, une
course un peu plus agressive. Alors déjà pour partir bredouille en allant chercher pourquoi pas la victoire d'étape aujourd'hui, mais aussi pour essayer pourquoi pas de renverser le classement général, mais au-delà de ça, conforter la place de Juliette Berthet sur le podium du général et pourquoi pas aller grappiller la place de Dominika Wlodarczyk qui pour le moment elle aussi truste le podium. Donc éviter ce 1 et 2 de la team UAE ADQ et aller chercher une victoire d'étape. Je pense qu'il y a matière en tout cas au sein de cette équipe sur un circuit qui correspond peut-être un petit peu mieux aux qualités de chacune qu'hier. Et regardez le dossard numéro 2, on ne l'avait pas vu tout à l'heure. Elle est bien là, Irati Aranguren. Effectivement, le team UAE Team ADQ qui domine avec le maillot jaune, le maillot vert de Federica Venturelli, le maillot blanc à pois rouge de Dominika Wlodarczyk, qui a pris d'ailleurs 3 points tout à l'heure lors d'un meilleur grimpeur, le premier de la journée, et qui égale le total de points de Paola Blasi, qui normalement était en tête de ce classement. Et puis le maillot blanc, Cocorico, c'est pour Emma Comte, la meilleure jeune pour l'instant. Alors ça se joue autant pour ce classement avec Emily Dixon, disons à la position précisément dans les étapes en faveur d'Emma Comte. Sinon les filles, on vous l'a dit tout à l'heure, sont dans le même chrono, 1 minute 59 de retard sur Paola Blasi. Freddy, on s'approche du 3e grimpeur de ce circuit, la Côte de Mers. On y arrive d'ici 500 mètres. Côte de Mers que l'on a repéré ce matin. Ah oui, et qui fait froid côte dans le dos, franchement. Ouais, Côte de Mers, on nous avait prévenu qu'elle paraissait un petit peu plus un peu plus facile sur le papier qu'en réalité. Et c'est véridique parce que on l'a fait ce matin et en effet une route très très étroite, 13,7% de moyenne. Alors ça, elle ne dure entre guillemets que 600 mètres, mais entre guillemets, oui. Ouais, voilà. On va y passer du temps dans cette difficulté avec des max à 21,6%. Donc non, vraiment un véritable mur sur une toute petite route avec un petit peu d'herbe au milieu. On se croirait presque sur le Trobroléon. Oui, c'est vrai. Superbe course, le Trobroléon, que vous connaissez bien, Audrey. Magnifique. On a toujours plaisir à suivre cette épreuve. Là, on va tourner à droite et puis dans pas longtemps, on va commencer cette ascension sur la gauche de cette côte que vous venez de décrire. Audrey, on va suivre le groupe de tête si on peut dans cette côte et vous allez voir sa difficulté. Un sacré tracé réalisé cette année pour cette dernière étape par les organisateurs de ce tour féminin des Pyrénées. On saluera notamment Stéphane Auger, ancien cycliste professionnel qui trace lui aussi ce parcours, le directeur de la sécurité. Vous avez vu le petit panneau à 12% là sur le côté ? Il n'est pas tout jeune. Il n'est pas tout jeune. Et c'est parti, regardez. Comme la route. Cette ascension est route difficile. On vous laisse profiter des efforts des filles du groupe de tête. D'ailleurs, les véhicules suiveurs sont déviés, ne passent pas par ce chemin. Les filles vont devoir, si Pépin est bien compté sur la voiture neutre, qui elle sera autorisée évidemment à suivre. Et je salue Stéphane Auger, j'en profite aussi pour saluer Michel Gilbert pour la réalisation de ce parcours, de cette 5e édition du Tour féminin des Pyrénées. Très belle édition avec le Tourmalet hier, avec une première étape qui avait souri à une sprinteuse, Martina Alzini. Hier, c'est une vraie grimpeuse, Paola Blasi, qui s'est imposée. Et aujourd'hui, il va falloir être costaud pour effacer toutes ces difficultés. Les 8 grimpeurs répertoriés, et notamment celui-ci, très proche de l'arrivée. 3 km 500, il restera après l'ascension de cette difficulté. Et puis sans parler de cette difficulté, on pense également à la descente. On va le voir dès que les filles auront franchi le sommet. Une descente extrêmement technique avec quelques virages à épingle, très très étroites. Des virages à vraiment bien négocier, ne pas partir à la faute. On le sait, les filles sont au bout de 3 jours de course, des 3 jours de course exigeants. Et on n'est jamais à l'abri, évidemment,
d'une chute ou d'une sortie de route. Donc on fera attention à bien garder de la lucidité jusqu'à la fin. Regardez comme c'est dur. En danseuse, Léa Curigné qu'on aperçoit aux avant-postes. Nadia Quagliotto également devant. Ça devient difficile pour Espinola. Difficile pour Fariba Hashimi, la championne d'Afghanistan qui s'accroche. Elle a des points à aller chercher, elle qui a déjà marqué pas mal de points. Et Federica Venturelli qui se fait reprendre à l'instant, elle qui a été lâchée du groupe de tête. Groupe de tête emmené par la formation UEADQ. Reprise par ses coéquipières. Ouais, tout à fait. Avec Emma Comte également, le maillot blanc très bien placé. On sent bien la difficulté, regardez encore là. Allez, on est à la fin là. On est à la fin, sommet, on va basculer. Elle est bien, Eline Janssen devant. Nadia Quagliotto également. Allez, il faut s'accrocher. Espinola. Fariba Hashimi. Et maintenant la descente. Échappée qui a fière allure, franchement, quand on regarde les noms à l'avant. Les noms qui ont déjà brillé sur ce CIC Tour des Pyrénées. D'autres qui ont déjà brillé cette saison, dont Emma Comte. Alice Coutinho. Alice Coutinho, qui a déjà brillé sur la Vuelta cette saison. Avec un beau maillot. Maillot de meilleur grimpeur, qu'elle a porté sur une étape. Cette formation Mayenne Moubala Maipai qui l'a porté sur 3 étapes au total, puisqu'on s'est passé le maillot côté coéquipière. Oui, ça marque quand même une coureuse dans sa carrière, porter un maillot aussi distinctif et une équipe aussi sur un grand tour comme le Tour d'Espagne notamment. Allez, on profite des derniers mètres de la montée de cette côte avec le peloton. Toujours par l'arrière pour le moment, pas d'attaque à l'avant de ce peloton. Maillot jaune bien présente. Juliette Berthet également dans la roue de Paola Blasi et de Dominika Wlodarczyk. La championne d'Allemagne, Francesca Kor, bien présente également. Oui. On a une question intéressante, Audrey, puisqu'on voit bien les cyclistes dans la côte produire cet effort. Quels sont les développements utilisés par les coureuses sur ce parcours très accidenté et ces pentes courtes mais bien raides? C'est Michel qui les connaît bien, ces pentes, puisqu'il habite juste à côté, à Gand. On est sur des braquets qu'on utilise à peu près toute la saison. Je ne pense pas qu'on ait changé beaucoup pour tous ces coureurs. On est sur des braquets qu'on utilise notamment sur les étapes de montagne, sur les grands tours. À l'avant, un double plateau 48-36 et puis à l'arrière, un développement 10 vitesses, voire 11 vitesses pour certaines qui utilisent Campagnolo et qui utilisent un 10-32, 10-34. On peut même monter plus, mais là aujourd'hui ce sont quand même des bosses assez courtes. On n'est pas sur ce qu'on retrouvait sur l'Angliru, donc voilà, on peut se permettre de mettre un petit peu plus gros et de passer un peu en force. On le voyait tout à l'heure à l'amorce de ces derniers mètres d'ascension. Le peloton dans la descente. Les filles de tête, elles, vont rejoindre la ligne d'arrivée du côté de Jurançon pour un dernier tour de circuit. On est monté assez vite côté peloton, puisqu'on a repris à peu près 30 secondes dans cette côte de Mers. Léa Curigné, que vous voyez à l'image de l'équipe FDJ United Suez. Eline Janssen qui prend le relais. Connaît bien la course, Eline Janssen. Fariba Hashimi que vous avez vu passer. Yaguamarina Espinola. Et enfin Irati Aranguren qui est la coéquipière de la double tenante du titre de cette course. Ushoa Ostolaza qui a perdu du temps hier, 3 minutes 46. Elle est 7e du classement général.
On aurait pu l'imaginer dans cette échappée, Stolazza, qui fait toujours partie du peloton. Alors je ne l'ai pas aperçu dans les premières positions du peloton, qui descend maintenant. On revient sur la nationale en bas, mais qui en effet aurait pu jouer sa carte aujourd'hui, pourquoi pas. On pourra la revoir attaquer dans ce final, elle qui aimerait aller chercher au moins une victoire d'étape, j'imagine. Peloton très étiré, évidemment la descente n'était pas large. Beaucoup de cassures. Il va falloir reconstruire ce groupe sans perdre de temps. Et vous avez vu qu'à l'avant, ça rigole pas. Ouais, la team ADQ qui fait le forcing, évidemment, qui le sait dans ces parties descendantes. Il y a beaucoup de cassures, des filles moins à l'aise et à qui ça permet de fatiguer peut-être des dangers au classement général. Et oui, vous pouvez éliminer quelques concurrentes, alors qu'on aperçoit sur cette vue d'hélicoptère Jurançon et Pau. Allez, le passage sur la ligne, c'est le deuxième passage sur la ligne pour les filles avant le dernier tour de ce circuit. Elin Janssen passe la ligne en tête, juste devant Nadia Aquagliotto. Et on va prendre évidemment le chrono au passage sur la ligne. Alors, il restera un petit peu plus de kilomètres que kilométrage annoncé. Sur la ligne, c'est 36 km normalement, précisément. Et Federica Venturelli qui va revenir à l'avant de ce groupe pour rouler, pour essayer de boucher cet écart avec les échappées. Elle n'a pas fini son travail aujourd'hui, Venturelli, elle qui est allée encore une fois chercher les 2 premiers sprints intermédiaires pour conforter ce maillot vert. Maintenant, elle va se muer en coéquipière de luxe et rouler. « 32 km 700 ». Voilà le vrai kilométrage. C'est celui qui est affiché. Merci. Régis réveillé à la réalisation pour cette précision. Tout est OK. Bravo, messieurs. La réalisation de ce tour féminin des Pyrénées. On se régale depuis le départ vendredi du côté de Saint-Jean-de-Luz. Cette première étape jusqu'à Morinx. Et la deuxième hier avec le Tourmalet. Il manque du monde, Freddy. On a encore perdu un sacré groupe dans cette côte de Mers, alors que ça y est, on tourne direction cette ligne d'arrivée pour le peloton. Les 2 minutes 03 ils seront sans problème. On n'a pas parlé, mais Clémence Latimier qui fait toujours partie de ce groupe, de ce peloton. Elle qui est actuellement dans les 5 premières du classement général. Clémence Latimier, 4e. Très belle course hier. Pour la petite entreprise. Et voilà le passage sur la ligne. On entend Guillaume Dreschler et Marion Hérault-Garnier, si vous prêtez l'oreille. Ce sont les animateurs, les speakers de cette course. On les salue. Et ça discute beaucoup. Côté UAE ADQ, on a vu Paola Blasi redescendre, chercher ses coéquipières qui traînent un petit peu en fond de classe pour leur demander sûrement d'aller rouler, d'aller donner un petit coup de main. 1 minute 57, l'écart. Alors qu'on est dans ce passage de Jurançon un petit peu technique avec pas mal de dodanes et de ralentisseurs. Et ligne droite qui va nous emmener vers la prochaine difficulté, le chemin de Beauvallon. Chemin de Beauvallon qui débute là, maintenant. Une bosse de 2 km. On se croirait presque en montagne avec pas mal de lacets, pas mal d'épingles à cheveux à négocier. Une vraie terre de cyclisme pour pratiquer le cyclisme, cette région autour de Pau, ville très sportive, Pau évidemment, avec son canoë-kayak club universitaire, le club qui a formé Tony Estanguet, le triple champion olympique. Il est installé à la base d'eau vive du Pont d'Espagne à Jurançon. Nouvelle base proche du centre-ville de Pau, en bordure du Gave évidemment. Pau que l'on a pu suivre ce week-end en basket avec la finale d'Élite 2. Finale 1 perdue contre Poitiers. Match retour lundi à suivre en direct sur Noah dès 20h20.
Pau qui s'est incliné aussi en rugby. Dur week-end. Hier, c'est en barrage du championnat de top 14 face au Racing. Et puis le golf de Pau, créé en 1856. C'est le plus ancien golf du monde en dehors des îles britanniques. Le parcours s'étend sur la plaine de Billère, bordé par le Gave de Pau. Et vous avez vu le clubhouse construit en 1880. L'origine est britannique, évidemment. Elle date de la fin de la guerre d'Espagne, où les forces britanniques, espagnoles et portugaises pénétrèrent sur le territoire français. Elles ont remporté plusieurs victoires au Pays Basque et dans la région des Gaves. Et voilà, cette incursion des armées britanniques dans le sud-ouest est à l'origine de la découverte de la ville de Pau, de son environnement verdoyant, propice au sport équestre et au golf, d'où la création de ce Pau Golf Club. 37 hectares. Un par 69 pour les amateurs de golf. Et le cyclisme, évidemment, avec beaucoup de passages du Tour de France. Le prochain, ce sera le 9 juillet du côté de Pau. Cette côte, vous en parliez, Audrey, pour les filles de tête. Ouais, 2 km avec ses lacets, comme vous le voyez. On se croirait presque dans un col de haute montagne, dans un col des Pyrénées, avec une pente moyenne de 7,8%, des passages maximum à plus de 9%. Une côte exigeante. Et encore une fois, on le verra, pas tout de suite, ça ne va pas redescendre tout de suite. Mais on sera après le plateau, et bien une descente très technique. C'est Fariba Hashimi qui menait ce groupe de tête qui court pour l'équipe Vini Fantini, la championne d'Afghanistan. Elle a participé aux Jeux Olympiques. Et voilà, dans son pays, elle a été évidemment, malheureusement, empêchée de pratiquer son sport depuis le retour des talibans au pouvoir en 2021. Vous l'avez rencontrée, Audrey Cordon-Rago, en compagnie de Sarah Paulin. On va écouter un extrait de cet entretien qu'elle vous a consacré. Alors, un entretien complet que vous pourrez retrouver sur nos réseaux. On l'écoute, Fariba Hashimi. La première fois que j'ai vu un vélo, c'était pas parce que je regardais une course de vélo à la télévision ou même que je connaissais le vélo. C'était une petite course dans ma ville. Et on a décidé avec ma sœur d'y aller. Et on espérait juste que notre famille et que notre père ne le sachent pas. Voilà comment Fariba Hashimi est venue à devenir cycliste. Elle vous a raconté son histoire poignante et émouvante. Ouais, tout à fait. Difficile de faire un reportage d'un petit peu moins de 4 minutes quand on a face à soi une femme aussi inspirante qui vous raconte ce qu'elle a vécu et ce que vivent encore toutes ces femmes afghanes. Et franchement, je vous recommande d'aller voir ce mini-interview, enfin en tout cas ce qu'on a dû couper. Ce que vous avez conservé, c'est fort. Exactement. Et d'aller aussi à sa rencontre, puisqu'elle court très souvent en France. Elle sera notamment sur les prochaines courses françaises de l'été. Alors pas sur le Tour, puisque sa formation n'y sera pas. Mais on la retrouvera très certainement sur les autres compétitions. Donc n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou à Fariba Hashimi qui parle un excellent anglais, un excellent italien et quelques mots de français. Reportage à retrouver sur nos réseaux sociaux. Merci à Sarah Paulin d'avoir réalisé cette interview à vos côtés. Maillot vert est en difficulté. On nous annonce la difficulté pour le maillot vert qui a travaillé et qui est assuré, vous l'aviez dit, de conserver ce maillot à condition bien sûr de finir la course. Pas très étonnant, elle aura beaucoup donné. Venturilli sur un terrain qui n'est pas le sien, on le rappelle, c'est une pure sprinteuse, grand gabarit de l'italienne, mais qui aura tout donné sur les différentes parties où elle pouvait encore prêter main forte à Paola Blasi, qui dans une facilité déconcertante est en train de remonter le peloton. Voilà, bravo à Federica Venturelli, maillot vert de cette épreuve pour son travail réalisé pour son équipe. Les filles de tête, les voici à l'image. On a encore perdu une quinzaine de secondes pour l'échapper. Mais ça collabore toujours, on relance bien en haut de chaque difficulté. Fariba Hashimi qui fait la plupart du travail depuis le départ, qui voudra aller chercher
de nouveaux points. Elle qui a déjà pris quelques points aujourd'hui sur le classement de la montagne, en terminant première sur le MG2 et le MG3, meilleur grimpeur 2, 3 et 4. Nous sommes dans le 6e grimpeur du jour. On va suivre l'évolution de ce classement, évidemment. Ouais, elle pourrait, pourquoi pas, aller chipper la première place à Paola Blasi, puisque elle va encore marquer, si elle passe en tête, 3 points, ce qui la ramènerait à 12 points. Et on a une égalité entre Paola Blasi et Dominika Wlodarczyk qui sont à 15 points. Emily Dixon, elle, 10 points. Donc pourquoi pas aujourd'hui, si on venait à résister au peloton encore un petit peu plus longtemps, aller chercher d'autres points sur les différents grimpeurs qu'il nous reste à franchir. Le grimpeur de Bosdarros, le grimpeur de Larouin. Et là, c'est le grimpeur de Jurançon. Ouais, le chemin de Beauvallon. Il y a plusieurs noms, je crois, oui, en exactement. fonction de ce qu'on prend en repère. Une question de Michel de Tigneux. Hier, vous disiez qu'il y avait un risque pour de nombreuses concurrentes d'arriver hors délai. Y a-t-il eu beaucoup de dégâts ? Et on a eu la chance pour toutes ces filles qui, en effet, devaient être un petit peu stressées au départ du Tourmalet. Et bien d'avoir, alors que Fariba Hachimi allait chercher 3 petits points supplémentaires. On a eu la chance pour toutes ces filles de rallonger les délais de 20 à 30%, ce qui nous donnait un délai aux environs des 48 minutes au-delà du temps de Paola Blasi. Et à ce petit jeu-là, tout le monde est rentré dans les délais. Alors certes, on a eu quelques abandons hier. On a eu 6 abandons au total hier, mais pas de filles hors délai. Donc pas de filles contraintes à l'abandon. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque ce matin on est reparti. Alors j'ai pas le nombre exact de partantes ce matin, vous l'avez peut-être, Freddy, je dois l'avoir par là. Elles étaient encore 117 classées. Voilà, 117 classées. Exactement. Et il y a eu quelques abandons aujourd'hui. Il y a eu quelques abandons aujourd'hui. Ouais. Le peloton est très éparpillé, certains groupes sont très très loin et certaines ont posé pied à terre au passage sur la ligne à Jurançon. Le peloton toujours dans la côte, 1 minute 45 de retard. Ouais, on n'a pas franchement lancé la chasse, mais on reprend du temps graduellement dans toutes ces ascensions. On perd des filles à l'arrière et on gagne du temps par rapport à l'échappée. On y est sur ce plateau après cette nouvelle difficulté. On le voit, des routes vraiment étroites. On sera bientôt dans la descente, très étroite elle aussi, avec pas mal de virages à épingle à négocier également. Restez concentrés surtout, ne pas partir à la faute. Et c'est reparti avec Uchoa Ustolaza elle-même en personne qui, ça y est, a décidé de passer à l'attaque. On s'en doutait qu'elle allait essayer quelque chose aujourd'hui. Ustolaza qui hier est passé à côté de sa montée du Tourmalet. Elle a une coéquipière dans le groupe de tête, Irati Aranguren. On n'a pas pu sortir franchement. On se relève du côté de l'Espagnol. On teste la réaction du peloton. Du côté d'Ostolaza. Clémence Latimi est bien présente pour ma petite entreprise. Emily Dixon, elle aussi, accompagnée d'une coéquipière. L'équipe FDJ United Suez. Avec Églantine Raillé, bien. Francisca Cor, à l'avant. Son maillot de championne d'Allemagne. est présente. Paola Blasi qui peut battre des records dans cette épreuve, gagner évidemment. Elle pourrait devenir la plus jeune lauréate du Tour féminin des Pyrénées. Elle a 23 ans et 115 jours aujourd'hui. La plus jeune jusqu'à présent à avoir inscrit son nom au palmarès, c'est Marta Cavalli qui avait gagné l'édition 2023, mais elle avait plus de 25 ans. Et Paola Blasi qui peut également gagner, Audrey, avec le plus gros écart enregistré sur cette épreuve.
plus gros écart pour l'instant, c'est 1 minute 02. C'est la première lauréate qui s'était imposée. Christa de Bellicock devant Eri Yonamine. Carton plein potentiel pour l'équipe UAE Team ADQ. Avec le maillot jaune, le maillot vert, le maillot à pois. Et peut-être des records pour Paola Blasi. On n'en est pas là. Il reste une trentaine de kilomètres à parcourir. Et quand on voit le comportement d'Idioia Erazolaza à l'avant, on comprend pourquoi derrière Ostolaza a tenté, puisqu'elle ne roule pas à l'avant, sa coéquipière. Et on peut rapidement comprendre qu'on a envie de faire le jump, pourquoi pas, pour la Basque. Et d'avoir un point d'appui à l'avant avec cette coéquipière déjà présente dans l'échappée. Je crois que le plan de cette équipe Laboral Kucha est assez clair. On veut aller chercher la victoire d'étape aujourd'hui. Et 2 minutes, on est remonté. L'écart qui remonte pour l'échappée, qui va bientôt prendre à gauche et emprunter la descente. Coup de chapeau à Océane Maé. On voit dans le groupe de tête qui a fait une belle montée hier du Tourmalet. Elle était présente avec les meilleurs avant de lâcher un peu, mais elle fait un beau résultat. Clémence Latimier qui était devant. Ça fait un beau duo pour l'équipe Ma Petite Entreprise. Lauréate du Tour du Haut-Limousin féminin, Océane Maé. Deuxième d'étape aussi sur le Tour du Portugal l'année dernière. Belle performance de la revoir encore à l'avant aujourd'hui. Elle a les jambes. On va vous redonner les noms des filles qui composent cette échappée. Alors que là vous voyez le peloton à un peu plus de 2 minutes maintenant. Dans le groupe de tête, Océane Maé qui est donc la mieux classée, 12e à 5 minutes 13 devant Ola Kulinic, 13e à 5 minutes 45. On retrouve aussi Elin Janssen à l'avant, 28e à 10 minutes 05. La Wacker Weissel Cycling Team, 2e du classement par équipe, qui fait forte impression depuis ce début de Tour des Pyrénées. Et d'ailleurs, on l'avait rencontré, je crois, c'était jeudi lors de la présentation des équipes, Elin Janssen, qui nous parlait justement de ses attentes. Et puis, c'est elle, on n'en a pas parlé, mais qui est leader de la Coupe de France? Tenante du titre. Et tenante du titre l'an passé. Cette année, ouais. On va l'écouter. Elin Janssen. C'est pas un objectif personnel pour cette année, cette Coupe de France. Mais j'adore courir en France et j'espère courir encore plus cette année. Ton objectif, c'est peut-être le Tour de France cette année? Oui, j'aimerais vraiment performer sur le Tour de France et d'abord performer ce week-end sur ce Tour des Pyrénées. Et oui, Elin Janssen qui a gagné le Grand Prix du Morbihan féminin cette année. Elin Janssen en tête de la Coupe de France féminine professionnelle. Regardez comme c'est magnifique, ces paysages, les Pyrénées en arrière-plan et les vignobles du Jurançon. On s'en met plein les yeux. Passent les coureuses. Coupe de France féminine, je disais, qui compte 7 épreuves cette saison. Le Grand Prix féminin de Chambéry qui a été remporté par Célia Géry de l'équipe FDJ United Suez devant Erika Manialdi de l'équipe UAE Team ADQ. La classique Morbihan, remportée par Abigail Miller du UAE Development Team. Valentine Fortin qui prenait la 3e place de l'équipe Cofidis. Et puis donc ce Grand Prix de Morbihan femmes remporté par Elin Janssen devant Abigail Miller au classement général. La prochaine étape, ce sera une étape en Nouvelle-Aquitaine, la Picto Nouvelle-Aquitaine, le 19 juillet, entre Poitiers et Châtellerault. Et enfin, les dernières épreuves. Tout commence en Finistère, les 10 classiques, le 5 septembre. La Pointe du Raz, les 10 classiques, le 6 septembre.
qui est une course UCI Pro Series, comme la Coralis Fourmi féminine, le 13 septembre. Voilà pour les manches de la Coupe de France féminine professionnelle dominée par Elin Janssen, qu'on retrouve en tête de course. Et c'est son équipe également qui est bien en tête de course avec... Oui, je pense qu'il n'en manque pas une. Hein. J'en vois 5, on en a une à l'avant, donc c'est ça. On est au complet du côté de la Volker Weissels, pardon. Et c'est Malou Eisen hier qui a fait le meilleur résultat. Oui, 10e à 3 minutes 46 au classement général aujourd'hui. Donc on peut aussi espérer remonter, pourquoi pas, au classement général pour... On les a vues très actives lors de la première étape. Elles étaient même 2, pardon. J'ai même Quinty Shunts aussi, exact. 8e. Elles étaient 2 dans ce groupe de contre. 2 dans les 10 premières du classement général. Et on se rappelle l'an passé, également très active dans cette dernière étape où Brody Chapman s'était imposé sur des routes très similaires à celle-ci, puisque... Eh bien, la côte de Bos d'Arros était empruntée, mais dans l'autre sens, dans l'autre versant. Elle était dure d'ailleurs, cette côte de Bos d'Arros. Qu'on descend maintenant en direction de Gand. Elle fait un sacré numéro, Brody Chapman, dans cette étape-là, en solitaire. Puis on avait eu derrière bien la lutte pour le maillot jaune, avec Ushoa Ostolaza, qui avait pris la 2e place de l'étape et qui avait conservé son titre. Pourquoi les coureuses n'ont pas de pneus increvables, nous demande Alain. Si ça existait, je pense que tout le monde en aurait. On n'a pas encore trouvé la recette miracle, Alain. Mais ça viendra, j'y crois. Ça évolue en tout cas au niveau du matériel. Ouais, tout à fait. En tout cas, ce qui est utilisé de plus en plus, c'est ce système qui vous permet d'avoir ce liquide à l'intérieur du pneu. On n'est plus sur, ou très peu sur des chambres à air. On utilise, j'ai perdu le mot, tu m'aideras Freddy. Et qui vient boucher en fait quand on... Alors, faut pas avoir une très grosse crevaison. Mais si vous avez une toute petite crevaison, vous avez ce produit qui vient colmater le petit trou et qui peut vous aider à ne pas perdre trop de pression et à pouvoir continuer à rouler. Ça en a sauvé plus d'une et plus d'un, notamment sur des courses comme les Strade Bianche ou encore le Trobro-Léon, enfin toutes ces courses, toutes ces classiques courues sur les graviers ou sur les pavés. Oui, j'ai un trou de mémoire. C'est une bombe anti-crevaison en fait. Non, il y a un nom. Il y a un nom, mais j'ai la tête qui va exploser parfois. Il fait chaud. Il fait chaud aujourd'hui. Il fait trop chaud aujourd'hui et j'ai mangé le nom. Bah, écoutez, si vous avez le nom exact pour aider Audrey. Tu blesses, ça y est. Ah ben voilà. Ouais. C'est revenu. J'ai Paul Brousse qui est arrivé à ma rescousse. Ah merci, le sélectionneur de l'équipe de France qui nous écoute. Merci Polo. Attentif et qui donne la réponse. Les trous de mémoire. Allez, le groupe de tête. Et derrière le peloton dans la descente et un écart, regardez, toujours supérieur à 2 minutes. Pas d'inquiétude, on vous l'a dit pour l'instant pour Paola Blasi. On nous demande si pour passer leur relais, les coureurs le contrôlent la durée avec les compteurs ou ça se fait par habitude. Bon, ça se fait surtout par rapport aux sensations et puis par rapport aussi à la tactique de la course. C'est vrai qu'on passe plus ou moins de temps à l'avant de l'échappée. Alors il y a une partie tactique évidemment. On essaye de passer ces relais dans peut-être les portions les moins difficiles pour essayer de garder un maximum d'énergie. Après, il y en a certaines qui ont une coéquipière qu'elles veulent protéger, donc elles vont passer un petit peu plus longtemps pour protéger leur coéquipière. Voilà, tout dépend de la tactique de l'équipe. Ces relais qui peuvent être, contrôlés par... on peut regarder un petit peu le temps passé à l'avant sur son compteur, mais c'est surtout lors des contrôles à montre par équipe que l'on fait ça pour essayer de lisser l'effort sur l'équipe. Mais en course comme ça, non, c'est très rare que l'on regarde, en tout cas le temps de relais, on regarde plutôt ses watts, voir les watts développés pour ne pas passer dans le rouge et pour essayer de rester sur des rythmes que l'on peut tenir le plus longtemps possible. Merci pour ces précisions. Audrey, vous avez aperçu, on
revue aérienne, la ville de Gand, la Bastide de Gand, fondée en 1335. 2 minutes 10, pardon. 2 minutes 10, ouais. Je disais que la ville possédait à l'origine 3 portes, sud, nord et sud-ouest. Il y en a une qui existe encore. C'est la porte nord, dit porte de la prison, constituée l'entrée nord de la ville en venant de Pau. Et elle a été utilisée sous la Révolution comme prison, d'où son nom. Voilà un petit peu d'histoire de cette ville de Gand, à proximité donc de Jurançon et de Pau. L'équipe Minimax qui se porte à l'avant maintenant de ce peloton. L'équipe belge emmenée par Mickaël Levaux. Si vous avez des questions, le QR code qui s'affiche, vous le flashez et vous posez vos questions à Audrey Cordon-Rago. On a aussi vu pas mal à l'avant du peloton, Audrey, l'équipe Canyon SRAM, Zonda Crypto Generation d'Emily Dixon, 6e du classement général à 1 minute 59. Elle faisait partie du groupe de poursuivantes hier, Emily Dixon. Ouais, accompagnée de Jule Markel, l'allemande d'Awen Roberts, de Veronica Wassati et de Joëlle Amélie Messemer. Sophie Alich qui n'avait pas pris le départ de la première étape, l'allemande. Ils sont 5 au départ ce matin. Donc une à l'avant. Eline Janssen au ravitaillement. Nadia Cogliotto dans sa roue. On attaque la bosse de Bosdarros maintenant. Cette bosse qui était empruntée lors du Tour de France 2023, puisque c'était la bosse du circuit du contre-la-montre de la dernière étape entre Pau et Pau. Contre-la-montre musclée avec cette bosse alors. Contre-la-montre musclée, ouais, c'est vrai. Une bosse qui n'a l'air de rien comme cela, mais c'est vrai qu'en contre-la-montre, elle faisait bien mal. Un peu plus de 1,5 km, 6,3% de moyenne, avec des passages, surtout sur la première partie, à plus de 16%. C'est pas très long, mais en vélo de contre-la-montre, c'est vrai que ça vous arrête bien. J'ai 2 questions à vous poser, Audrey. La première, c'est pour le maillot de meilleure grimpeuse. Est-ce qu'on peut passer à l'offensive du côté de l'équipe le team ADQ ou pas du tout pour être assuré de le conserver et ensuite bien pour celles qui veulent remporter le classement général, il reste moins de 22 km. Quand est-ce qu'on attaque? Alors je pense que l'objectif de la UAE-DQ, c'est pas forcément de conserver ce maillot grimpeur. Si elles le gardent, si elles le gardent, elles seront très, très heureuses. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est d'abord d'aller chercher ce classement général. Priorité à la leader alors. Bien sûr. Pourquoi pas une nouvelle victoire d'étape, puisqu'aujourd'hui, on peut imaginer que Paola Blasi ou encore Dominika Wlodarczyk ont envie d'aller chercher une nouvelle victoire d'étape. Et puis, je pense qu'on va voir des attaques dans ce dernier tour. Je vois mal Juliette Berthet se contenter de suivre jusqu'à l'arrivée. Donc je pense qu'on verra Juliette Berthet passer à l'attaque. Peut-être pas dans cette bosse de Bosdarros, mais sûrement dans la suivante. Et idem pour les filles qui veulent gagner aujourd'hui. Il va falloir, et qui n'ont pas forcément une pointe de vitesse, il va falloir être en capacité de s'isoler. Est-ce qu'il peut y avoir une course d'attaque puisqu'il y a bien 4 filles à 1 minute 59 derrière Paola Blasi et ex-aequo avec Dominika Wlodarczyk, 4 qui peuvent encore espérer s'imposer? Est-ce qu'on peut attaquer chacune son tour? Juliette Berthet, vous en avez parlé, Clémence Latimier, Emma Comte ou Emily Dixon. On peut imaginer ces filles attaquer? Bien sûr, je pense qu'on va attaquer, on va prendre des risques. Pour Emily Dixon, on en a parlé, pour la Canyon, pour Clémence Latimier. D'ailleurs, on avait rencontré Emma Comte hier après l'arrivée, oui, qui nous a confié vouloir prendre des risques.
D'ailleurs, on peut peut-être l'écouter. On va l'écouter, exactement. Emma Comte, c'est le maillot blanc de ce Tour féminin des Pyrénées pour l'instant. Oui, c'est vrai que l'an passé, si j'avais pensé être dans ce groupe-là cette année, je serais super contente. Donc là, ouais, je suis contente, ça va monter. Ce maillot blanc, c'est un petit peu la récompense de tout ce travail. Aujourd'hui, tu vas avoir à le défendre sur cette dernière étape. Comment tu envisages cette étape ? Je pense que ça va être très dur. Je pense que ça va même être plus dur qu'aujourd'hui. Parce qu'à mon avis, il y aura beaucoup d'attaques. Parce que Blasi, elle a 2 minutes d'avance, mais après, on est toutes dans le même temps. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont en mettre de partout. Quel est l'objectif pour toi ? C'est de garder ce maillot et d'aller chercher, pourquoi pas, une place sur le podium général ? Oui, je pense qu'il ne faut pas trop que je me mette de barrière. Faut que j'essaye de saisir les opportunités et après, s'il y a le maillot à la fin, tant mieux. Et ouais, c'est d'essayer de faire le mieux possible, prendre un peu des risques. Prendre des risques, saisir les opportunités pour Emma Comte. Voilà, qui nous promet un dernier tour ça va être intéressant. De feu. Exactement. Fariba Hachimi, attention, un petit peu de mal à suivre. Elle peut encore prendre le maillot de meilleure grimpeuse. En tout cas, gagner les derniers points de ce classement de la montagne. Ouais, ça va être compliqué. Il faudrait passer en tête de ce grimpeur et passer en tête surtout du prochain qui sera jugé, on le répète, mais à un peu plus de 3 km de l'arrivée. Ça me paraît difficile, mais en tout cas, on se sera bien battu du côté de Fariba Hachimi pour tenter d'aller chipper ce maillot de meilleur grimpeur à Paola Blasi. Et du côté du peloton, on a mis en route. Côté UAE ADQ, c'est elle qui roule maintenant. Ça grimace à l'arrière pour beaucoup des autres filles. Présente Sydney Zvierenga, la canadienne de la Livalula Jayco, petite grimpeuse. C'est Giada Silo qui mène le peloton, coéquipière de Paola Blasi, avec Dominika Vlodarczyk dans sa roue, et Juliette Berthet que vous voyez derrière Paola Blasi, bien placée. Emily Dixon également. Emma Comte. Francesca Corr, également la présence, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on l'a interviewée elle aussi jeudi dernier, la présence de Sandra Alonso Dominguez, espagnole, qui revient de maternité et qui fait partie des filles à l'avant de ce peloton. L'équipe Enecat Bicol, 17e à 7 minutes 59. Belle performance, on revient de grossesse. Bravo à elle. 20 km de l'arrivée pour les filles de tête. Il faut profiter de ce moment de descente. Un kilomètre du meilleur grimpeur. Allez, Fariba Hachimi, c'est là qu'il faut s'accrocher. On y est dans ce grimpeur que l'on prenait dans l'autre sens l'an passé, en direction de l'arrivée à Pau. Cette fois-ci, dans le sens inverse. Un peu moins pentu que. Un peu moins pentu que. Ouais, on le verra tout à l'heure, puisqu'elles vont descendre. Oui. Le grimpeur qui était escaladé, parce que c'était clairement de l'escalade. Sur une toute petite route, là aussi, il va falloir se méfier de cette descente. Petite route avec pas mal de virages à négocier. Une asphalte pas super bonne. Et Eline Janssen qui se retourne beaucoup, qui cherche du soutien. Et Fariba Hachimi qui recule dans ce groupe. Qui demande à Nadia Quagliotto de passer. Mais j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu râpé au sein de ce groupe. Dur. Fariba Hachimi qui, oui, en effet, est revenu au contact, qui va essayer d'aller chercher de nouveaux points. Courageuse. On le sent toujours un petit peu
On voit bien le profil là, avant le meilleur grimpeur. Ouais, il y aura encore une rampe à passer. Là c'est dur, les 500 derniers mètres. Du côté de Bosdaros. Et on le sent aussi, hein, l'écart qui diminue. Qui diminue avec le peloton. On a encore repris une trentaine de secondes. Hein, le peloton qui a largement accéléré maintenant. Toujours pas d'attaque. Un peloton groupé que l'on voit ici depuis l'hélico. Et vous voyez Bosdaros. Le nom Bosdaros qui aurait été inventé par le vicomte de Béarn en 1349. Voilà, avec un bourg ancien que vous allez découvrir en haut de cette côte. Petit village sur la crête du coteau autour de son église. Regardez la vue. Hein. Je crois que c'est dans ce virage hein, qui a la plus belle vue. Oui, c'est vrai. Plus beau point de vue sur les Pyrénées. Et vous voyez en fond l'église Saint-Orens, datant du XVIe siècle. Elle est inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Construite sur un chemin secondaire des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Et regardez qui va passer en tête. Et ouais, on va aller chercher les points pour la championne d'Afghanistan qui va revenir à égalité avec Paola Blasi et Dominika Vlodarczyk. Ça me paraît quand même compliqué hein, d'aller aller faire les points du prochain grimpeur. L'écart a diminué, une 23 désormais. Ouais, ça va bagarrer à partir de maintenant, hein, je pense à l'arrière. Mais belle bagarre en tout cas de la part de Fariba Hashimi. Côté FDJ United Suez, on ne passe plus hein, pour Léa Curigné. Je pense qu'on a eu la consigne. Hein. Peut-être de se réserver parce que derrière, ça risque d'attaquer. Du côté de Juliette Berthet notamment. 3 points de plus pour Fariba Hashimi. Bon, on va suivre ça. Audrey, effectivement. Léa Curigné qui a pris la tête avant la descente. Descente difficile, dangereuse. Mais bien indiqué, hein. On a vu notamment sur le parcours des protections et des panneaux qui indiquaient les virages les plus dangereux. Vous voyez ce qui reste du peloton. Pas grand chose. Ouais. Pas beaucoup d'unités. Un écrémage uniquement par l'arrière hein, pour le moment. Très très dur pour certaines de suivre le rythme. Là vous avez évidemment les plus fortes parce que Marie Lenette tient en tête de peloton. Hier, quand même, les filles ont escaladé le Tourmalet, hein, 19 km d'ascension. Et aujourd'hui, ce parcours très vallonné, 1500 mètres de dénivelé positif, quasiment 2000 hier. Et Clémence Latimier, hein, qui intelligemment vient se positionner, elle aussi, à l'avant du peloton pour entamer cette descente dans les premières positions, pas la plus à l'aise hein, dans les descentes. Donc on vient se positionner à l'avant. Éviter de prendre des cassures. 1 minute 19. 17 km 600 de l'arrivée pour les filles de tête. Le virage a bien abordé. Et effectivement, mieux vaut être en tête pour assurer sa propre descente et minimiser les risques. Ouais, attention à ces petites bosses. Et voilà, et ouais, c'est tombé. Hein. C'est Lynn Jansen, hein? Non, c'est pas à l'avant, hein, il me semble. Ah si, c'est Lynn Jansen, vous avez raison, Freddy. Ouais, on est en tête de course. On est en tête de course. On était vraiment à la fin de cette descente et Lynn Jansen qui est partie à la faute, malheureusement. Et ouais, on en parlait de cette descente technique, dangereuse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, on est parti. Elle était déjà au sol. Ouais, elle est venue prévenir. Hein. Je pense qu'on avait fait la descente hein, pour Lynn Jansen. Certainement. On a voulu attaquer dans cette descente et malheureusement on est parti à la faute. Et ça a créé quelques cassures. En tête de course. Ouais, c'est Léa Curigny qu'on retrouve en tête de course, je pense, avec Emma Comte. C'est elle qui a abordé la descente en première position. Léa Curigny. Et donc c'est logique de la retrouver devant. Allez, on va surveiller le peloton, que tout se passe bien. 1 minute 11, 16 km 200 de l'arrivée. C'est dans ce virage hein, qu'on est tombé du côté des Lynn Jansen. Ça passe pour le peloton. Vous avez vu la protection.
Marie-Lenette qui va passer en tête. Emma Comte. Clémence Latimier, Juliette Berthet. Elles sont bien les Françaises. Dominika Vlodarczyk. Bien positionnées. Et voilà Paola Blasi. Marie-Lenette qui en profite pour boire. C'est Nadia Quagliotto qui est avec Léa Curinier. Je vous disais Emma Comte, mais Emma Comte est bien derrière. Elle est derrière. Blanc. Attendez un peu. Ouais, ça va désorganiser évidemment ce groupe pour qui il aurait été peut-être plus judicieux de rester ensemble, même si on l'a vu, certaines ne passent plus de relais depuis un moment. Le peloton n'était pas à fond non plus. On faisait attention aussi à bien descendre. Vous avez vu l'écart, 1 minute 18. On va surveiller surtout si Eline Janssen, qui a pu repartir, va rentrer sur le groupe de tête. Ça discute beaucoup. Paola Blasi qui discute avec Dominika Vlodarczyk. Marie-Lenette à la radio, tout comme Emma Comte. Les oreillettes qui fonctionnent. On s'arrose. Vous avez vu ce geste de Francisca Cor qui arrose Juliette Berthet. Avec son bidon, l'écart 1 minute 26. Ouais, le peloton qui roule moins et l'écart qui augmente. Ouais, à 15 km de l'arrivée. Est-ce qu'on a signé un pacte de non-agression entre les leaders du classement général? Ce serait dommage. Qu'on va peut-être laisser sa chance à Léa Curinier, pourquoi pas, d'aller chercher la victoire d'étape. Alors ce serait bien pour la victoire d'étape, mais on espère quand même une attaque à l'arrière du peloton pour essayer de déstabiliser Paola Blasi. On va pas jouer la place de 2 ou de 3 quand même. Maintenant, je vois pas comment on peut prendre 2 minutes à Paola Blasi. Il reste 14 km. C'est compliqué, c'est sûr, mais est-ce qu'entre les filles, on peut se jouer la place de 2, la place de 3 on est en même temps. C'est les 5 suivants qui vont devoir en effet se disputer. Ces 2 places qui restent sur le podium, mais pour le moment, il se passe rien. Donc, est-ce qu'on va tout jouer dans cette dernière ascension de la Côte de Mers ou tellement raide à 3,5 km de l'arrivée. Je sais pas si ça sera assez long pour faire des vraies différences, sachant que derrière on a quand même une longue portion plate avant l'arrivée. Est-ce qu'on va attendre l'ascension? Est-ce qu'on va profiter peut-être de la prochaine descente aussi technique pour pourquoi pas attaquer chacune son tour? On a encore de la main d'œuvre pour la FDJ United Suez, avec Marie-Lenette, avec Francesca Cor. Et l'écart qui augmente 1 minute 50. C'est parfait pour Fariba Hashimi tout ça. Ouais, pour parce le meilleur grimpeuse. Il y a encore des points à aller chercher. Bon, j'y crois moyen, pour être tout à fait honnête. En haut de ce mur, tout à l'heure, elle était quand même il est dur celui-là. En difficulté. Mais ouais, là, pourquoi pas le 8e. C'est assez étonnant de voir un statu quo au sein de ce peloton. Et Julia Biryukova, la coéquipière de Ursula Ustolaza, pleine discussion avec sa coéquipière Catalina Soto Campos, la championne du Chili. En cas d'égalité, au classement de meilleure grimpeuse, c'est celle qui est passée en tête du col le plus difficile. Donc le Tourmalet, Paola Blasi, qui remporterait ce maillot à poids si Fariba Hashimi ne parvenait pas à remporter des points lors de cette dernière ascension côte répertoriée au classement de la meilleure grimpeuse. Il faut absolument que Fariba Hashimi termine dans les 3 premières. On a voulu mettre en route, alors là c'est le ravito, donc c'est un petit peu plus le bazar. On repasse devant, voilà, pour Dominika Vlodarczyk qui est venu prendre 2 bidons. Mais ouais, j'ai l'impression que côté laboral, on a quand même envie de mettre en route. On a envie de ne pas repartir bredouille pour cette formation qui, pour le moment, repart sans maillot distinctif ou même victoire d'étape, sans place au classement général. On va pas repartir sans rien. Eline Janssen qui rentre sur le groupe de tête derrière la voiture des commissaires. Ça a l'air d'aller. Ce serait dommage d'être éliminé sur chute. C'est bien
qu'on la retrouve. Les leaders du classement de la Coupe de France féminine professionnelle. Parmi les filles de tête, voilà, jonction effectuée. Un beau retour. 1 minute 44 d'avance à 13 km de l'arrivée. Il est bien râpé, regardez Elin Janssen. Le courage d'Elin Janssen pour poursuivre la course, pour être parvenu à rentrer, la néerlandaise. On a une question, Freddy, qui concerne le maillot jaune, puisque sur le Tour de France, les équipes n'ont pas le droit de rouler. Alors, attendez, que je comprenne bien la question. Allez-y. Qui concerne le Tara, oui, donc ça ne concerne pas notre course. Bon, bah écoutez, on va quand même y répondre puisque j'ai la réponse, mais la Visma roule avec leur maillot jaune comme le leader du général, alors qu'au Tour de France, pas d'équipe en jaune, c'est normal. Ah oui, d'accord, on interdit les maillots jaunes sur le Tour de France parce que le maillot du leader est jaune. Et tout simplement parce que le maillot jaune est une marque déposée pour le Tour de France et que donc, bien de ce fait, comme la marque Tour de France d'ailleurs, eh bien on ne peut pas avoir un autre maillot jaune qui soit en concurrence avec la marque déposée maillot jaune, comme à l'époque où il n'y avait pas de Tour de France femmes. On avait une route de France, et cette route de France, cette organisation qui aurait pu s'appeler pourquoi pas le Tour de France féminin, même s'il n'était pas organisé par ASO, eh bien c'était interdit parce que le Tour de France est une marque déposée comme la marque du maillot jaune et que de ce fait, eh bien on doit le respecter. J'espère que j'ai été assez claire. Absolument, merci beaucoup Audrey. Mais en tout cas, sur ce Tour des Pyrénées féminins, le maillot est bien jaune, également un petit peu plus pâle que le maillot jaune du Tour. Mais jaune quand même. C'est l'histoire du Tour de France, ce maillot jaune. Allez, les maillots distinctifs de cette équipe dont vous parliez, Audrey. La formation Laboral Cuccia, Fondation Euskadi, avec Catalina Anaïs Soto et Yulia Biryukova, deux championnes, la championne du Chili et la championne d'Ukraine. Sur route. Et ça roule pour cette formation Laboral Cuccia. C'est elles qui vont tenter de revenir sur l'échappée. Comme on l'avait prédit, cette formation UAE ADQ qui pour le moment joue sur la défensive. Une pente aussi raide pour Ochoa Stolaza, c'est intéressant cette dernière pente, Audrey. Essayer de faire quelque chose aujourd'hui. Moi, je pense qu'on va surtout miser sur un beau sprint pour Ochoa Stolaza. On va demander à ses coéquipières d'essayer d'isoler un maximum Ochoa Stolaza en imprimant un gros rythme et pourquoi pas derrière aller sprinter. Une bonne pointe de vitesse, la Basque. Il va falloir revenir sur l'échappée. J'allais vous le dire exactement, 1 minute 33, 10 km 700 de l'arrivée. Pour l'instant, ça résiste bien devant. Ça fait mieux que jouer. Malgré la chute d'Elin Janssen, l'écart est un petit peu remonté. Et il va falloir bien se dépêcher si on veut jouer la victoire d'étape pour les filles qui composent le peloton maillot jaune. Avec l'équipe FDJ United Suez bien représentée également. Evoker Vessels, vous en avez parlé tout à l'heure. Bien présente, Elin Janssen qui a pu rentrer dans le groupe de tête après sa chute. Vous voyez, on vous redonne la composition de ce groupe de tête avec Irati Aranguren, Léa Curigné, Nadia Quagliotto, Océane Mahé, Elin Janssen, Alice Coutinho, Awen Roberts, Aguamarina Espinola, Fariba Hashimi et Ola Kulinich. Et puis ça collabore, c'est vrai qu'on était redescendu, puis remonté, puis une nouvelle fois descendu. Et là, un écart qui se maintient autour de la minute 30. Parce que cette fois-ci, on l'a compris au sein de ce groupe, la victoire d'étape va peut-être se jouer entre elles. Et quand on voit parfois, tout à l'heure en tout cas, des filles qui hésitaient parfois à passer leur relais, et bien de nouveau, on vient collaborer. Moins de 10 km, les 10 derniers kilomètres de cette 5e édition de Tour féminin des Pyrénées que l'on suit en direct depuis vendredi sur Noah et sur France.tv.
notamment sur cette dernière portion assez roulante, même si on est en prise sur des routes assez granuleuses qui rendent pas forcément très bien. Eh bien, on est sur une portion quand même où on peut se permettre de rouler ensemble, de passer chacune son bout de relais. Et Elin Janssen, pour qui ça a l'air d'aller, qui elle aussi vient repasser des relais. Et avant l'emballage final, j'en profite pour remercier Ludovic Pouillat et Maxime Chauvegy de nous permettre de suivre ces cyclistes cette année sur ce Tour féminin des Pyrénées. Merci Régis Réveillé, notre réalisateur. Ses moyens techniques. Merci aux motards, aux cadreurs, aux pilotes hélico également. On s'est régalé pendant 3 jours grâce à vous. Merci à vous tous. Merci à Estelle Laurent pour la coordination éditoriale. Allez, on va suivre ces 9 derniers kilomètres désormais. Audrey, 1 minute 33. On a donc une course entre des échappés qui sont au nombre de 10 et le reste du peloton. Le peloton maillot jaune dans lequel, vous le voyez, Paola Blasi a pris place depuis le début sans grand danger pour elle aujourd'hui avec sa minute 59 d'avance grâce à sa démonstration réalisée hier sur les pentes du col du Tourmalet. Elle s'est imposée en solitaire à Bagnères de Bigorre avec bien cet avantage conséquent d'1 minute 59. Il n'y a pas de bonification à l'arrivée cette année sur cette épreuve. Un matelas confortable à 8 km 200 de l'arrivée. Il suffit maintenant de rallier justement cette arrivée sans prendre trop de risques. Je pense qu'on ne prend pas trop de risques non plus en vous disant que tout va se passer dans cette dernière montée de Mers. On le sent, un peloton concentré sur cette dernière difficulté qui se ravitaille, qui s'arrose pour les derniers kilomètres. Une 33, c'est encore faisable pour le peloton si on attaque vraiment cette côte de Mers. On vous l'a dit, 600 mètres à 13% de moyenne, on peut faire de grosses différences. Mais devant, on ne va pas se laisser faire comme ça non plus. On l'a vu lors de la première étape en direction de Mourinx avec bien les filles échappées qui avaient perdu beaucoup de temps dans la difficulté de fin de course. Alors sans faire offense aux filles qui étaient à l'avant ce jour-là, là on a vraiment des filles de qualité à l'avant. Léa Curigné, une des meilleures grimpeuses du peloton, que l'on voit très souvent muée en coéquipière, mais qui aujourd'hui a sa carte à jouer et qui, je pense, va tenter de la saisir. On pense également à Elin Janssen, qui, on l'a dit, est leader actuel de la Coupe de France Élite, femme, qui l'a gagnée l'an passé. Et qui avait fait une belle première étape l'an passé aussi sur ce Tour féminin des Pyrénées, Elin Janssen, avec un profil assez difficile en fin d'étape. Et puis un sprint. Elle avait été deuxième de cette étape derrière Marie-Lunette. Deuxième derrière Marie-Lunette, Exactement. Paola Blasi, elle a remporté le Tour d'Espagne. Paola Blasi cette année. Entre autres. Notamment. Exactement, j'allais vous le dire. L'Amstel Gold Race. Durango, récemment en Espagne sur ces terres. La Périgord Ladies l'an dernier. La Pointe du Raz également. Aussi. L'an dernier. Bien sûr. Une étape au Tour de Romandie. Et puis elle avait commencé l'année par une 3e place du Santos Women's Tour Down Under en janvier. 3e de la Flèche Wallonne aussi. Et 2e d'étape à 2 reprises sur le Tour d'Espagne. On peut dire que c'est une belle saison pour l'instant pour Paola Blasi. 5e l'an dernier, meilleure jeune. On va suivre aussi ce maillot blanc porté par Emma Comte, le maillot de meilleure jeune cette année. Et pour revenir sur la qualité de cette échappée, on en a parlé tout à l'heure, mais Alice Coutinho, également Quagliotto, qui sont elles aussi de très bonnes grimpeuses, un petit peu moins connues Espinola, mais qui grimpe très bien elle aussi, la sud-américaine, Océane May, récente vainqueur. Donc on a des filles d'expérience, des filles qui ont déjà gagné cette année.
et surtout de très bonnes grimpeuses. Donc, et un écart qui continue de remonter à 1,40 maintenant, avec l'équipe Volker Wessels qui fait un travail de sape, hein, clairement. Oui, puis à l'avant, on a l'équipe Cofidis, mais vous le disiez, l'équipe Cofidis a Nadia Quagliotto devant aussi. On a des grosses équipes aussi représentées à l'avant, puisqu'on a FDJ United Suez également. Ouais, tout à fait. Non, mais là, on est en train de rouler finalement derrière. Celle qu'on a vue tout à l'heure, hein, la championne panaméricaine de la Laboral Kucha, accompagnée de la championne d'Ukraine, Yulia Biryukova. Mais là, on a la Livalula Jayko qui met une fille à l'avant pour Svirenga. Mais ça va pas suffire. Hein. Il va falloir, soit on va parler entre nous et on vient essayer de faire cause commune, ou soit eh bien, on va subir dans la prochaine ascension et on va devoir lancer les hostilités dès le pied en espérant pouvoir revenir au plus près avant le final. Mais ça semble mal embarqué quand même, Freddy. 1,40. Au vu de la qualité de l'échappée, je me répète, c'est quand même leur laisser beaucoup d'écart. Hein. Ça fait beaucoup, ouais. 1 minute 40. On a vu Julie Bégaud en tête de peloton. On voit Juliette Berthet au fond là-bas, Dossard 11. À la présence également d'une formation dont on n'a pas beaucoup parlé, hein, mais Noémie Garnier pour la Vendée féminine RVC, qui fait toujours partie de ce groupe. Et d'ailleurs, on avait un petit message, on va quand même leur passer. Oui, de Christophe. Avant le Money Time, ouais, avec vas-y Freddy. Mon gros coup de cœur pour l'équipe lyonnaise Vendée féminine RCV. Go, 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 allez les filles, nous dit Christophe de La Roche-sur-Yon. Équipe invitée, hein, équipe continentale fédérale, hein, qui aura été chercher un beau maillot de combative hier. Avec Léa Brett. Exactement. Qui faisait partie de l'échappée. Oui, la première échappée du jour. Hop. Eline Janssen. Et on y est, au pied de cette dernière difficulté, Freddy. Et regardez qui est en tête. Ben ouais, on va essayer de s'accrocher. Hein, Fariba Hachimi. Ben oui, mais pourquoi pas. Eh bien oui, bien sûr. Un maillot de meilleure grimpeuse. Au bout de cette ascension, difficile ascension de cette côte, avec des passages, on vous l'a dit, à 12%, à 4 km de l'arrivée. Et ça va partir avec Léa Curigné. Ouais, c'est Léa Curigné qui accélère. Et Fariba Hachimi. Ça va être compliqué pour Fariba Hachimi. Allez, Léa Curigné, le rythme avec Eline Janssen dans sa roue. C'est elle, Léa Curigné, qui impose son rythme. L'accélération. Nadia Quagliotto qui s'accroche également. Également Ola Kulinic, l'Ukrainienne de cette formation N4 Bakal. Oh oui, on s'en doutait. Hein, on avait pressenti qu'aujourd'hui Léa Curigné allait avoir sa chance. Est-ce qu'elle va pouvoir le faire? Léa Curigné accompagnée d'Eline Janssen qui est tombée il y a quelques kilomètres de cela. Et Fariba Hachimi a lâché derrière. Et ça fait le jeu de Paola Blasi pour un autre maillot distinctif, celui de meilleure grimpeuse. Au profit de son passage en tête du col du Tourmalet. Allez, Léa Curigné. Ah ouais, là, ça ne pose pas de question. Du côté de Léa Curigné qui ne se retourne pas pour voir les dégâts derrière. Qui fait son effort jusqu'en haut, les 600 mètres. Allez, encore quelques hectomètres à franchir. On est dans les passages les plus difficiles. Ces passages, oui. Ça va être encore plus pentu. Oui, on passe même pas de voiture ici. Allez, les derniers efforts. Après, il va falloir basculer. Et avec Eline Janssen dans sa roue pour Léa Curigné, c'est pas un cadeau non plus. Non, c'est pas un cadeau. Si on n'arrive surtout pas qu'Eline Janssen est plus rapide que ouais, Léa. Exactement. Mais elle est tombée. Elle doit aussi se ressentir de ses blessures. Eline Janssen elle passe. Regardez Eline Janssen. Elle passe Léa Curigné. Qui va contrer Léa Curigné. Ouais. Allez Léa, accroche-toi. Accroche-toi Léa. Ça va basculer d'ici quelques hectomètres maintenant. Eline Janssen qui mène cette troisième et dernière étape du Tour féminin des Pyrénées. Passé tout proche d'une victoire l'année dernière, ici même. Léa Curigné qui est très forte en descente également, très technique.
Elle s'accroche. Et encouragée évidemment par le public français sur le bord de la route. Allez, ça va basculer. Ça va basculer. Oh, on a mal pour elle. Bravo Léa Curigné, Eline Janssen. Allez maintenant, bien aborder le virage et la descente. Ne pas partir à la faute. Le trou est fait, hein, alors que Wlodarczyk est en train de faire le forcing derrière. Franziska Kor. Juliette Berthet, Paola Blasi toujours là, Emma Comte, Émilie Dixon, Ushoa Ustolaza, Clémence Latimier. C'est un peu plus dur pour Clémence Latimier. Elle est quasiment au sprint. C'est pas le rythme qui va plaire à Juliette Berthet. Franziska Kor toujours devant avec Paola Blasi. Ça sera trop tard, je ne pense pas que ça reviendra maintenant pour le peloton. Oui, Léa Curigné et Eline Janssen qui vont se jouer certainement la victoire. Là on est pour le maillot jaune et on voit que Paola Blasi est forte. Paola Blasi est costaud. Bien en place. Dominika Wlodarczyk également. Qui est en train d'aller chercher la 3e place du classement général si on n'arrive pas à lâcher Paola Blasi ou encore Dominika Wlodarczyk. Oui, attention à cette descente. Léa Curigné et Eline Janssen. La vitesse des deux filles, aller vite sans prendre trop de risques. C'est la difficulté. Pas partir à la faute quand on a déjà fait le plus dur. Ça y est, on y arrive dans ces derniers 2,6 km. Waouh, c'est passé près pour Léa Curigné. Eline Janssen qui, malgré sa chute dans la descente, elle aussi prend tous les risques pour s'accrocher à la roue de la Française. Descente terminée. Il va falloir maintenant s'entendre pour ces deux-là qui vont devoir collaborer jusqu'à la ligne. Je le répète, mais Eline Janssen est la plus rapide des deux. Est-ce que Léa Curigné va pouvoir faire la différence dans ce final? 1 minute 05 de retard pour le groupe maillot jaune. Les plus costauds avec Dominika Wlodarczyk, Franziska Kor, Juliette Berthet. Et donc devant ce duo, Léa Curigné, Eline Janssen pour une victoire d'étape sur ce Tour féminin des Pyrénées. Qui aura le plus de force dans ce final pour s'imposer. Vous l'avez dit, Eline Janssen certainement la plus rapide, mais elle a chuté. Il a fallu qu'elle produise un effort pour revenir sur le groupe de tête. Elles ont chacune choisi un côté du rond-point. Ouais, c'était avantage à Eline Janssen. C'était plus Regardez rapide à droite. Ouais, c'est dommage pour Léa Curigné qui a choisi le mauvais côté du. Et regardez l'écart. Alors est-ce qu'on fait Eline Janssen, elle attend ou pas? Non, surtout pas. Non. Regardez, en tout cas, Léa Curigné a fait un gros effort. Ah oui, mais Léa là c'est. Se retourner quand même, Eline Janssen. Léa c'est franchement pas. Elle lui demande le relais. La meilleure décision qu'elle ait prise là sur ce rond-point. Et derrière on est ressorti avec Juliette Berthet, Franziska Kor et Wlodarczyk. Ouais, celles qui sont passées en haut. Alors on aimerait avoir l'écart parce qu'à mon avis il n'y a pas une 0,7. Allez, 1 km 200 de l'arrivée. La flamme rouge en approche. Il va pas falloir se regarder, effectivement. Entre Léa Curigné et Eline Janssen, on discute. Entre les deux. Qui demande à Janssen de passer. Janssen qui devrait passer parce que c'est elle la plus rapide. C'est elle la plus rapide des deux. Oui, elle a tout intérêt de collaborer jusqu'au bout. Pour ensuite faire parler de sa pointe de vitesse. Mais voilà, dans quel état est-elle physique après sa chute? Ça a l'air d'aller quand même. Sinon elle serait pas là. Mais elle a fait un effort quand même. Audrey, pour revenir tout à l'heure. Oui, mais elle serait pas là. Elle serait pas là, Freddy, si elle n'était pas bien. Elle aurait lâché dans la bosse. Et là, pour moi, on n'a pas la minute. Parce que là, on est. L'entrée dans Jurançon avec Nadia Coagliotto. Alors, elles sont là, les deux premières. On a toujours les intercalés. Le rond-point. Et on va commencer à entendre les speakers de cette course. Eline Janssen qui joue avec les nerfs de Léa Curigné. Léa, tu devrais. Mais Léa, elle devrait pas rouler. Elle devrait, tant pis. Là, pour elle. Elle devrait la forcer à passer. Dangereux, oui. Elle devrait la forcer à passer, Léa, parce que c'est franchement pas la plus rapide. Première victoire chez les pros en jeu pour Léa Curigné. C'est ça le problème, c'est que quand on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir s'imposer, ça joue. Allez, souvent les mauvaises décisions. Le sprint final, Eline Janssen, Léa Curigné à 200 mètres de l'arrivée. Eline Janssen qui est passée devant, évidemment. On vous l'annonçait plus rapide. Eh bien, Eline Janssen, malgré sa chute, s'impose ici à Jurançon. Léa Curigné prend la 2e place. Et on va regarder le chrono.
Une dizaine de secondes derrière, Nadia Coagliotto qui prend la 3e place. Et voilà le groupe de tête, Fariba Hashimi qui passe la ligne. Et puis on va maintenant attendre évidemment les filles les plus fortes du classement général. Avec Juliette Berthet, Dominika Vlodarczyk qui était bien placée au classement général derrière Paola Blasi. Et les voilà, regardez Paola Blasi qui sprint. Franziska Kor, Dominika Vlodarczyk et Juliette Berthet. Allez, Juliette Berthet pour l'instant qui est devant Franziska Kor, évidemment qui ne va pas jouer le sprint. Et c'est Juliette Berthet qui passe devant Franziska Kor, Dominika Vlodarczyk et Paola Blasi. Paola Blasi qui remporte le Tour féminin des Pyrénées, succès de l'Espagnol dans cette 5e édition avec un très beau final entre Naï et Jurançon aujourd'hui. Près de 115 km de course. Une dernière étape remportée donc par Elin Janssen et le reste des filles qui composaient le peloton maillot jaune. Au passage sur la ligne, près de 330 km de course au total. 3 étapes, l'ascension du col du Tourmalet. Et puis aujourd'hui, ces 1500 mètres de dénivelé positif. Les félicitations des coéquipières d'Elin Janssen à la vainqueur du jour. Elin Janssen, on l'avait écouté, elle aime bien les courses en France, elle nous l'a confié. Eh bien oui, c'est confirmé puisqu'elle s'impose de nouveau aujourd'hui. Cette fois-ci du côté de Jurançon. Elin Janssen après la classique du Morbihan. L'année dernière, le Grand Prix du Morbihan. Cette année. Elle qui a aussi gagné une étape au Tour féminin international de l'Ardèche en 2024. Eh bien, elle s'impose lors de cette 3e étape du Tour féminin des Pyrénées. Allez, on va revoir cette arrivée avec bien Léa Curigné qui avait la plus mauvaise position malheureusement. Un mauvais choix dans le rond-point également. Et Léa Curigné qui s'incline face à Elin Janssen. Le succès de la néerlandaise. Son 2e de la saison, le 3e pour cette équipe Volker Wessel Cycling Team. Lonneke Uneken s'était imposé en Belgique déjà cette année. Et puis parmi les favorites, regardez, Juliette Berthet qui franchit la ligne devant sa coéquipière, Franziska Kor. Dominika Vlodarczyk juste derrière. Et Paola Blasi, le maillot jaune, qui va remporter ce Tour des Pyrénées. Elin Janssen donc devant Léa Curigné. Nadia Coagliotto 3e, juste devant Aranguren et Roberts. Ola Kulinic 6e et puis la belle 7e place de Fariba Hashimi. Il lui aura manqué un tout petit peu Fariba Hashimi pour prendre le maillot de meilleure grimpeuse. Le classement général, le voici, il y a eu une petite cassure à la fin, donc 2 secondes de perdu pour Paola Blasi. Aucune importance, elle remporte sur Tour féminin des Pyrénées avec 1 minute 57 d'avance sur sa coéquipière Dominika Vlodarczyk. Juliette Berthet prend la 3e place avec le même chrono que Vlodarczyk. Et puis Clémence Latimier qui prend la 4e place. Belle place également pour la Française. 2 Françaises au 3e et 4e place. Belle performance pour Clémence Latimier après sa 2e place sur les Alpes Grésivaudan classique. Elle qui avait terminé 6e des championnats de France l'an dernier. Clémence Latimier. 9e à Chambéry. Et oui, il faut venir nous voir, Elin Janssen. Il faut venir voir Audrey Cordon pour répondre aux questions de notre ancienne championne de France, Audrey Cordon-Rago. Cet écart d'1 minute 57 d'avance sur sa dauphine, eh bien, elle permet
Paola Blasi de créer le plus gros écart à l'arrivée d'un Tour féminin des Pyrénées. Je vous en parlais tout à l'heure. L'écart le plus important, c'était lors de la première édition. 1 minute 02 d'avance pour Christa Dobel-Hickok. On retiendra désormais 1 minute 57. Le plus gros écart sur ce Tour féminin des Pyrénées en faveur de Paola Blasi sur sa coéquipière Dominika Wlodarczyk. Et Paola Blasi qui est également la plus jeune lauréate du Tour féminin des Pyrénées, 23 ans et 115 jours. Les images de Pau. Ah oui, Jurançon, on est vraiment à proximité de Pau. La ville sportive, on l'a vu avec son golf, le canoë-kayak évidemment. On a parlé du rugby. Cette cruelle défaite hier face au Racing 31-33 en barrage de top 14. Il n'y aura pas de demi-finale. Et puis vous voyez là, sur les hauteurs de Pau, le château de Pau. Merci pour ces belles images, ces vues aériennes. On en a profité pendant 3 jours avec des magnifiques paysages des Pyrénées. Une épreuve... 40 bandes, c'est pas si difficile. C'était le cyclisme avec Total Énergie. Lundi, c'est l'événement en direct sur France.tv avec le match numéro 2 de finale des playoffs de basket Elite 2. Poitiers Basket 86 reçoit l'élan béarnais. Qui va remporter cette finale 100% régionale? Poitiers Basket 86, Paula Cortez, à suivre sur notre plateforme et à vivre en direct. You had a crash. You came back. At the end, you were again super good and you could sprint for the victory. Eline, aujourd'hui, ça a été des vraies montagnes russes. Tu es tombée et tu as pu revenir et jouer la victoire. Tell us. Yeah, it was a roller coaster. Yeah, actually, it wasn't really my plan to be in the early break. I wanted to attack around 70k or something. But yeah, some girl attacked and I was in the right position. So I was like, okay, I will go and just, turn. And I think I did my job in the group. But with around 30k to go, the girls didn't really ride on the climb. So I already tried to come away with Leah. But we didn't really have a gap. So then we thought we will go later. And Leah went in the downhill. And I was on a reel, but I already felt like I don't have enough grip. And I saw the corner a little bit too late. Yeah, and I thought I had it, but then I got in the grass and it was like uphill. So my front wheel turned over and then I was on the ground. But luckily it was quite fast on the bike and I could come back. I didn't really expect that, but so happy I could come back and everyone let me recover for a little while. But then on the last climb I wanted to attack again, but Leah went first, so I tried to attack her, but I didn't really have a big gap. So then I decided to go for the sprint, but Leah took the wrong way in the last roundabout and I had a gap, but I felt it was quite windy, so I decided to wait for her and she took the front and she wasn't so happy I didn't take over, but that's the game. Fatiguée Eline Janssen, mais très bavarde Audrey. Très bavarde. Bravo, je vais condenser ses propos évidemment, mais elle nous dit que c'était pas franchement le plan ce matin d'attaquer aussitôt, mais c'est parti devant elle y a été et puis elle a pris ses responsabilités à tourner jusqu'à ce que ça tourne un petit peu moins bien au sein de cette échappée, et c'est là qu'elle a décidé avec Léa Curigné de tenter d'y aller une première fois. Ça n'a pas fonctionné. Puis Léa y est retournée dans la descente, elle a tenté de suivre Léa, c'est là qu'elle est tombée malheureusement, et après elle a pu revenir assez rapidement. Ça a été sa chance aujourd'hui. On l'a laissé même revenir un petit peu de ses émotions au sein du groupe, et puis dans le final c'était définitivement les deux meilleures de ce groupe. Elles ont pu s'échapper, en tout cas s'extirper du groupe de tête. Sur le final, Léa n'était pas très heureuse que Eline décide de ne pas tourner avec elle, mais comme elle le dit, c'est le vélo, c'est la tactique, et elle est très heureuse de s'imposer aujourd'hui. Eline, I think you were quite disappointed from yesterday's stage for personally, so it's a good revenge today for you, no? Je pense que tu étais un peu déçue de ton étape d'hier, donc aujourd'hui c'est une bonne revanche pour toi.
Yeah, I'm having quite a difficulty with long climbs. It's already a long story right now. We don't know what it is yet, but I'm happy I can do these races so well. So I will focus on that now, I think. Oui, en effet, elle était déçue hier, mais elle a quelques difficultés quand les difficultés sont longues. Elle ne sait pas trop comment s'y prendre pour s'améliorer sur ce point-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle a pu tirer son épingle du jeu sur un circuit qui lui correspondait mieux. Now you can enjoy finally some rest. And what will be your next race? Tu vas pouvoir profiter d'un peu de repos. Quelle sera ta prochaine course? Yeah, probably Volta Catalunya next week, but we will have to see how it is with the injuries from the crash and from the climb yesterday. So we will see, but that's the plan. Elle doit participer au Tour de Catalogne la semaine prochaine, mais elle va voir comment elle récupère après sa chute et elle verra si elle sera au départ. Thank you so much. Enjoy this podium. Thank you so much. Merci à vous, Audrey Cordon-Rago, pour cette interview. On va vous retrouver évidemment avec la lauréate de ce Tour féminin des Pyrénées, Paola Blasi. Paola, it's done now. You won this GC. Last year, we remember you trying to win this GC. You failed because you were not the Paola of 26. But this year, that was your turn. L'année dernière, on t'avait déjà vu essayer de gagner ce classement général. Cette année, c'est fait, mais tu étais évidemment pas la Paola de 2026. Quel est ton sentiment? Well, yeah, actually yesterday I was thinking about that. Like, yeah, last year Tour de Pyrénées, I would say was my first real GC fight. And yeah, it was super, super hard. But yeah, I would say I was kind of the same person, but with different experience. And I was lacking, yeah, this knowledge, how to move, how to stay like calm when you need to be calm, don't waste when you have to waste. And yeah, this year I think, yeah, I'm more confident of myself. I have like, yeah, super good team around me and yeah, things felt super nice. Today was, I would say, almost perfect. We missed the stage, but yeah, Venturelli was in the front again in the breakaway. So yeah, it was perfect for us. We wanted to fight maybe with Domi for the stage, but when we saw this big breakaway, we said, okay, we just stick to the plan. We try to keep the GC, and it was a really, really warm day. So we didn't want to like risk it too much at the beginning and maybe have a lack of strength at the final part. So yeah, I think we almost got all the goals we had. Ouais, elle dit que l'année dernière, en effet, c'était la première fois qu'elle jouait vraiment un classement général en tant que leader. Elle avait trouvé ça très difficile et elle pense être cette année la même que l'an passé physiquement, mais avec beaucoup plus d'expérience, ce qui fait qu'elle a pu aller chercher ce classement général. Aujourd'hui, elle a trouvé l'étape très difficile. C'est vrai qu'elles ont longtemps pensé qu'elle pouvait aller chercher la gagne avec Venturelli qui était à l'avant de la course. Et puis, une fois que Venturelli a été lâché, elles se sont dit que voilà, le mieux était d'essayer de conserver ce classement général, de ne pas tout donner pour tout perdre et elle est évidemment très heureuse de ramener ce maillot à la maison. Paola, you win the yellow, the polka dot. Yeah, polka dot. One stage. What else? I think there is something else. Well, and the green jersey. With Venturelli. Venturelli, green jersey. Exactly. So yeah, the team is taking everything, by the way, and it's quite amazing. It's a nice weekend for the team. L'équipe a gagné le maillot jaune, une victoire d'étape, le maillot vert et le maillot de meilleur grimpeur. C'est un super week-end pour vous. Yeah, well, I think this way we can show like we actually are a strong team and we really try to fight for the chances of everyone. We already had the main goal to keep the GC, but of course if we could fight for the jersey of Venturelli and for the polka dots, it's also nice to share the maillots because also it's nice that, yeah, okay, maybe the victory is for one, but if every person of the team can get a little reward, it's just awesome. And yeah, I think we raced perfectly. Yeah. Ouais, on a vraiment couru parfaitement et pouvoir voilà, se diviser les prix entre nous toutes, c'est une sacrée récompense pour l'équipe qui a super bien travaillé cette semaine. Thank you so much. Enjoy the podium and the jersey. You deserve it. Thank you so much. Merci beaucoup, Paola Blasi. Merci beaucoup, Audrey Cordon-Rago. On peut même ajouter meilleure équipe de ce Tour des Pyrénées. C'est évidemment. C'est vrai. Évidemment, avec tous ces résultats. On aura toute l'équipe sur le podium ce soir et ça, c'est plutôt sympa. Et puis, on va saluer Maconte qui, elle, garde ce maillot blanc de meilleur jeune au classement provisoire. On va tout confirmer, évidemment. Mais vous avez raison, Paola Blasi qui s'impose hier
à Bagnères de Bigorre qui conserve son maillot jaune de leader, qui remporte le maillot de meilleure grimpeuse. Ça s'est joué à égalité avec Fariba Hashimi et avec Dominika Vlodarczyk et puis Venturelli qui gagne ce maillot vert. On revoit les meilleurs moments de cette étape. Le moment où Federica Venturelli se fait reprendre par l'avant du peloton, elle qui était parmi l'échappée du jour et qui a allé chercher les points du sprint pour conforter son maillot vert. Maillot vert qu'elle conservera donc. Elles étaient 11 en tête, elles ne sont plus que 10. Elles vont bien rouler ensemble dans les différentes difficultés. Vous voyez passer sur la ligne avant le circuit final, le peloton derrière avec près de 2 minutes de retard. Fariba Hashimi qui fait les points de la montagne et qui reviendra malheureusement pour elle à hauteur de Paola Blasi, mais c'est Paola Blasi qui gagne ce maillot de meilleure grimpeuse en étant passée en tête au sommet du col du Tourmalet. On a cru un instant que le peloton allait pouvoir revenir sur les filles de tête. Finalement, non, ça n'a pas été le cas. La victoire s'est jouée entre les 10 de tête, avec, vous le voyez, ces difficultés, ces côtes. On a eu un pourcentage jusqu'à 12% dans la dernière ascension de ce circuit final. La chute d'Elin Janssen, elle vient de nous en parler. Elle ne s'est pas démobilisée, elle est revenue. Elle vous l'a dit au micro, Audrey Cordon-Rago. Apparemment, ça allait plutôt bien pour Elin Janssen. Et là, on la voit revenir au contact de ce groupe d'échappés. Et vous nous on lui l'aviez dit dans le laissera final. quelques secondes pour récupérer. On la voit même remettre sa cocotte à la main. Et puis, un peloton qui va abdiquer, clairement. On nous l'a également, on l'a compris, avec Paola Blasi qui décidera de ne pas faire rouler ses coéquipières pour la victoire d'étape. Et c'est la FDJ United Suez qui accélérera au sein du peloton pour essayer de revenir sur les échappés. Mais c'était trop tard, Freddy, à 4 km de l'arrivée, avec Léa Curigné et Elin Janssen qui décideront d'attaquer ce groupe de tête et qui prendront la descente à 2 avant de s'expliquer au sprint. Le rond-point. Le fameux rond-point avec bien l'avantage pour Elin Janssen. Léa Curigné. Exactement. Et puis ce sprint à 2 pour une victoire d'étape. Léa Curigné, deuxième des championnats de France l'an dernier, qui va devoir se contenter d'une nouvelle deuxième place. Ce ne sera pas une première victoire professionnelle pour elle. C'est bien Elin Janssen la plus rapide. Vous l'aviez dit qu'elle serait la plus rapide au sprint. Et vous aviez dit aussi qu'elle était en forme pour revenir d'une chute comme ça et se porter en tête. Nadia Quagliotto qui prend la troisième place. Et puis dans le duel des favorites de cette épreuve, Juliette Berthet devant sa coéquipière Franziska Kor et Dominika Vlodarczyk. Et puis juste derrière à 2 secondes, Paola Blasi, tranquille pour conforter, pour conserver surtout ce maillot de leader. On va accueillir maintenant Emma Comte qui est la meilleure jeune de ce Tour féminin des Pyrénées. Venez à nos côtés, Emma, je vous en prie, à côté d'Audrey. Félicitations d'avoir conservé ce maillot blanc de leader. Quel est votre sentiment sur une course comme ça, le Tour féminin des Pyrénées, être la meilleure jeune? Je suis super contente d'avoir réussi à garder le maillot et je suis super fière de l'équipe parce que je pense qu'on a fait une super course collective aujourd'hui et du coup je remercie vraiment mes coéquipières. Allez, un mot Audrey pour Emma, des félicitations bien sûr. Des félicitations bien sûr et puis la confirmation d'un vrai talent en montagne, d'un vrai talent de grimpeuse et de coureur de classement général. On espère te revoir en tout cas très bientôt, pourquoi pas sur le Tour de France cet été. On verra, faut discuter avec l'équipe, j'aimerais bien. L'équipe Cofidis qui a remporté la première étape de ce Tour féminin très beau des Pyrénées. Très beau Tour des Pyrénées pour Exactement. Cette équipe Cofidis. Bravo Emma et profite bien de ce podium. Alzini. Merci beaucoup. Merci. Emma Comte, merci beaucoup. Audrey Cordon-Rago d'avoir commenté cette 5e édition du Tour féminin des Pyrénées. Victoire espagnole, victoire de Paola Blasi. C'est celle qui a gagné le Tour d'Espagne, qui s'impose ici sur la 5e édition du Tour féminin des Pyrénées. Bravo à elle. On a vu vraiment du beau spectacle, Audrey Cordon-Rago, cette année. Du beau spectacle, des belles images, vraiment une production au top et une organisation au top. On est ravis d'avoir pu vivre ça avec vous tous. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On vous donne un rendez-vous demain, 20h20, la deuxième finale d'élite 2, le deuxième match entre Poitiers et Pau-Lac-Orthez. C'est du basket, évidemment. Poitiers a l'avantage en s'étant imposé vendredi ici même du côté de Pau. C'est la belle pour Poitiers, c'est la balle de match pour Poitiers. Demain, 20h20 en direct sur Noah. Le rendez-vous est pris. On vous attend bien sûr. Excellente fin d'après-midi sur Noah et à bientôt.
40 bandes, c'est pas si difficile. C'était le cyclisme avec Total Énergie. Lundi, c'est l'événement en direct sur France.tv avec le match numéro 2 de finale des playoffs de basket Elite 2. Poitiers Basket 86 reçoit l'élan béarnais. Qui va remporter cette finale 100% régionale? Poitiers Basket 86, Paula Cortez, à suivre sur notre plateforme et à vivre en direct lundi à 20h30 sur Noah. Les plages de Nouvelle-Aquitaine sont marquées par des courants marins qui peuvent être dangereux. Chaque année, des nageurs sont emportés et se noient. Aujourd'hui, ces courants sont particulièrement forts et pourraient facilement vous entraîner vers le large. Pour votre sécurité, baignez-vous entre les drapeaux des postes surveillés. Amateur de jardinage, passionné de verdure, champion du rempotage, posez vos bottes et votre sécateur, installez-vous confortablement, vous êtes au bon endroit. Voici l'émission qui donne ses lettres de noblesse au jardinage en mode « C'est qui le meilleur ?» Attention, 3, 2, 1, jardiner. Les As du Jardin, c'est mardi à 21h10 sur Noah. Les intrigues et les trahisons se succèdent et continuent de nous surprendre. Grand Hôtel, la saga de Noah est à suivre tout de suite. Cette semaine, dans le Pitch Cinéma, on a choisi 5 films et voilà pourquoi vous les aimerez. Ou pas. Une fois encore, pour notre plus grand bonheur et toujours de manière spectaculaire, le maître de la science-fiction, j'ai nommé Steven Spielberg, nous entraîne dans le monde extraterrestre. Voici le très attendu Disclosure Day, avec cette question centrale, sommes-nous seuls sur notre propre planète? Pourquoi aurait-il créé un univers aussi vaste